Dans le silence brûlant du désert, les pierres dorées semblent respirer comme une mémoire figée. Depuis des siècles, elles s'élèvent au-dessus du sable, témoins muets d'un savoir que nous croyons comprendre. Les pyramides attribuées aux pharaons et à leur peuple ont toujours incarné la grandeur de l'Égypte ancienne. Pourtant, une question persiste, fragile et dérangeante. Et si elles n'avaient jamais été construites par les Égyptiens ? Derrière cette idée se déploie un abîme de doute. D'où viennent vraiment ces blocs monumentaux ? Quels récits effacés se cachent dans leur géométrie précise ? Le désert garde ses secrets et l'histoire parfois se contente d'un récit inachevé. Sous la lumière changeante du désert, les pierres des pyramides ne paraissent jamais tout à fait identiques. Elles reflètent l'aube avec une pâleur de coquillage, puis s'embrasent sous le soleil de midi, avant de s'assombrir dans le crépuscule, semblables à des montagnes en deuil. Elles ne sont pas de simples blocs. Elles portent la mémoire d'un savoir qui échappe, d'un poids qui ne devrait pas tenir, d'une patience que nul peuple moderne ne saurait imiter. Chaque pierre, massive et taillée avec une précision troublante, raconte une histoire qui dépasse le temps des hommes. Pourtant, cette histoire reste muette. L'archéologie nous enseigne que ces blocs furent arrachés à des carrières proches, transportés par la force humaine, polis à coups d'outils rudimentaires. Mais face à la surface lisse de certains blocs, aux joints parfaits qui laissent passer à peine une feuille de papier, une inquiétude demeure. Comment, avec des outils de cuivre et de pierre, un peuple de l'âge du bronze aurait-il pu accomplir ce travail colossal ? La question s'impose avec une gravité que les réponses académiques ne parviennent pas toujours à apaiser. Lorsque l'on s'approche des blocs de Khéops, certains pèsent en plus de 50 tonnes. La plus grande pierre connue, dans la chambre dite du roi, en atteint près de 80. Ces masses en étendélées sont si démesurées qu'elles semblent défier la simple logique mécanique. Même aujourd'hui, avec des machines hydrauliques et des grues colossales, leur transport et leur mise en place seraient une entreprise redoutable. Alors, comment imaginer qu'un peuple antique, privé de roues perfectionnées, de poulies métalliques ou de leviers sophistiqués, ait pu les hisser à plus de 40 mètres de hauteur ? Les pierres elles-mêmes témoignent d'un savoir que nous peinons à cerner. Certaines portent des marques qui évoquent des techniques de découpe étrangement modernes, comme si un outil disparu avait tranché le calcaire avec la régularité d'une scie mécanique. D'autres, taillées dans le granit d'Assouan, révèlent une dureté que le cuivre ne pouvait entamer sans s'user instantanément. Le granit est une roche que l'on coupe aujourd'hui avec des disques de diamant. Alors, quel savoir, oublié ou volontairement effacé, a permis ces découpes nettes dans une matière aussi récalcitrante ? Le désert, impassible, garde le secret. Le vent érode, le sable recouvre, mais les pierres résistent. Elles se dressent encore, alors que des empires entiers se sont effondrés autour d'elles. Ni le temps ni les conquérants n'ont pu les effacer. C'est cette endurance qui nourrit le doute. Ces blocs ne sont pas seulement des témoins de l'histoire égyptienne, ils semblent appartenir à une temporalité plus vaste, presque inhumaine. Certains chercheurs indépendants évoquent l'idée de civilisations disparues, antérieures à l'Égypte, qui auraient laissé ces monuments en héritage. Les pyramides ne seraient pas des tombeaux, mais des reliques. Les Égyptiens auraient hérité de ce legs mystérieux, l'auraient intégré à leur propre culture, sans en connaître l'origine véritable. L'absence de hiéroglyphes dans les chambres principales de la grande pyramide alimente ce soupçon. Contrairement aux temples et aux tombes royales, saturées d'inscriptions et de récits, la pyramide de Khéops demeure étrangement silencieuse. À l'intérieur, tout est pierre brute. Les murs nus se dressent comme un refus. Aucun récit gravé, aucune prière, aucun nom. Un monument censé glorifier un pharaon devrait exalter sa mémoire. Mais ici, rien. Juste le vide et ce silence qui rend la pierre encore plus oppressante. Comme si le monument avait été conçu pour un autre usage, par une autre main, avant d'être approprié par une civilisation qui n'en comprenait pas le sens profond. Les pierres révèlent aussi une science que nous commençons seulement à redécouvrir. L'orientation parfaite des pyramides, alignées sur les points cardinaux avec une précision de quelques fractions de degrés, laisse songeur. Les bâtisseurs savaient lire les astres, calculer la course du soleil et peut-être même la précession des équinoxes. Tout cela suppose un savoir astronomique d'une ampleur étonnante pour une époque supposée primitive. Était-ce un héritage transmis de génération en génération, ou la rémanence d'une science oubliée surgit d'une civilisation plus ancienne encore ? Sous le poids de ces blocs, il y a aussi une dimension presque spirituelle. Les pierres semblent respirer une intention que nous avons perdue. Elles ne sont pas disposées au hasard. Chaque assise, chaque angle, chaque proportion obéit à une logique mathématique cachée.
Le rapport entre la hauteur de Khéops et la circonférence de sa base évoque la valeur de π. D'autres mesures semblent contenir des constantes liées à la Terre et au cosmos. Était-ce une coïncidence ou le signe d'un savoir universel intégré dans la pierre comme une mémoire chiffrée? Lorsque l'on marche entre ces blocs, une étrange sensation émerge, celle d'être observé par une mémoire plus ancienne que soi. Les pierres, bien qu'inertes, semblent vivantes. Elles ne parlent pas, mais elles pèsent sur la conscience. Leur présence impose silence, comme une forêt sacrée ou une montagne redoutée. Peut-être est-ce cela leur véritable fonction, rappeler à chaque être humain son insignifiance devant le mystère du temps. Au fil des siècles, ces pierres ont résisté à tout, séismes, pillages, érosions. Même les invasions les plus brutales n'ont pu que les égratigner. Elles défient trop la fragilité humaine, s'imposant comme une énigme durable. Les pharaons sont morts, les dynasties se sont effondrées, mais les blocs demeurent. Ils se dressent encore, immobiles, immuables, comme des gardiens qui refusent de céder leurs secrets. Pourtant, la science contemporaine tente de les percer. Des scanners muoniques, des mesures radars, des reconstitutions numériques explorent sans clore les cavités cachées. Et chaque fois qu'une découverte est annoncée, une chambre secrète, un couloir encore scellé, c'est une nouvelle couche de mystère qui apparaît. Comme si le monument lui-même se jouait de nous, révélant juste assez pour maintenir la question ouverte sans jamais offrir la réponse. Peut-être est-ce là le véritable défi des pierres. Elles ne sont pas seulement des blocs assemblés, elles sont un langage que nous ne savons plus lire. Le désert, lui, garde encore l'alphabet de cette langue perdue. Chaque grain de sable, chaque ombre au pied des pierres semble nous rappeler que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui fut. Et lorsque l'on s'éloigne, enfin, laissant derrière soi les silhouettes immenses, un sentiment étrange persiste. Celui que les pierres nous observent encore, qu'elles nous attendent, comme si elles savaient que le temps n'appartient pas aux hommes, mais à elles. Les pierres ne vieillissant pas comme nous, elles défiant le temps. Et dans leur silence, elles chuchotent qu'elles viennent peut-être d'ailleurs, d'un ailleurs que nous n'avons pas encore appris à imaginer. Elles. Lorsque l'on contemple les pyramides, ce n'est pas seulement leur masse qui impose le silence, mais l'impression d'un savoir enfoui dans leurs fondations. Elles ne semblent pas être nées de la simple volonté d'un peuple, mais d'une connaissance qui nous dépasse encore. Les pierres racontent autre chose que la force brute. Elles témoignent d'une compréhension profonde des lois naturelles, comme si leurs bâtisseurs avaient dialogué avec la terre, les astres et le temps. L'archéologie moderne, avec ses méthodes rigoureuses, attribue ces monuments à l'ingéniosité et à la persévérance des Égyptiens. Elle décrit des rampes de terre, des cordages, des traîneaux, des milliers de bras. Mais cette explication, bien qu'elle rassure, demeure fragile face à l'évidence d'un savoir qui semble dépasser la simple accumulation d'efforts humains. Car dans chaque angle, chaque proportion, chaque alignement se cache une précision qui évoque une science plus vaste, une science qui aurait pu précéder l'histoire connue. Ce savoir ancien n'est pas seulement architectural, il est aussi cosmique. L'orientation des pyramides vers les points cardinaux, atteignant une exactitude que même nos instruments modernes peinent à égaler, soulève des questions profondes. Comment un peuple supposément limité par des outils rudimentaires a-t-il pu obtenir une telle perfection ? Certains chercheurs suggèrent donc que les bâtisseurs avaient une compréhension intuitive du ciel, capable de lire la danse des étoiles avec une acuité que nous avons perdue. La grande pyramide Chilliac, par exemple, semble dialoguer avec la constellation d'Orion. Ces couloirs étroits, percés avec une précision troublante, pointent vers des étoiles spécifiques qui occupaient une place particulière dans le ciel antique. Était-ce le hasard ou la manifestation d'un savoir astronomique élaboré, transmis depuis une époque oubliée ? Les étoiles, guides éternels, pourraient en avoir été les véritables plans des bâtisseurs, inscrits non sur des papyrus fragiles, mais dans le tissu du ciel lui-même. Les proportions mathématiques des pyramides nourrissent également le vertige. Le rapport entre la hauteur de la grande pyramide et la circonférence de sa base correspond presque à la valeur de π. Le rapport entre la hauteur et la moitié de sa base évoque la valeur de φ, le nombre d'or. Était-ce intentionnel ? Si oui, cela suppose une connaissance des mathématiques bien au-delà de ce que l'on attribue à l'Égypte de l'âge du bronze. Comment expliquer qu'un peuple, qui n'avait pas encore formalisé l'algèbre ou la géométrie avancée, ait pu intégrer ces constantes universelles dans la pierre ? Certains chercheurs indépendants vont plus loin, ils voient dans les pyramides un dépôt de savoir universel, une bibliothèque de pierre.
Les mesures de Khéops auraient encodé la taille de la Terre, la durée de l'année solaire, voire la précession des équinoxes. Si cela est vrai, alors ces monuments ne sont pas de simples tombeaux, mais des archives, inscrivant dans leur géométrie les lois du cosmos. Un tel savoir, s'il a réellement été intégré volontairement, pose une question vertigineuse. D'où venait-il ? Le mythe de Thoth, dieu de la sagesse, évoque une connaissance transmise par des êtres venus avant les hommes. Dans certaines traditions ésotériques, il aurait confié aux premiers sages les lois de la nature, inscrites dans des textes perdus que les pierres seules ont conservés. Ces récits, bien que mythiques, rappellent une vérité plus profonde. La pyramide est une énigme parce qu'elle semble contenir plus qu'un usage pratique, plus qu'un symbole funéraire. Elle semble vibrer d'un savoir qui dépasse le cadre historique. Au cœur de ce mystère, il y a aussi l'étrangeté des outils. Aucun vestige clair de la technologie employée n'a été retrouvé. Les carrières d'Assouan portent les traces de blocs inachevés, parfois entaillés comme par une scie géante. Ces marques intriguent les géologues. Elles ne ressemblent pas aux impacts d'outils de cuivre ou de pierre, mais plutôt à des découpes continues, régulières, comme si un instrument plus avancé avait été utilisé. Le granit extrêmement dur aurait brisé ou émoussé les outils en cuivre presque instantanément. Alors, quelle technique a permis de le tailler en blocs parfaits, transportés sur des centaines de kilomètres ? Il est possible que ce savoir n'ait pas été seulement technique, mais également symbolique. Dans de nombreuses traditions anciennes, la pierre est considérée comme un réceptacle de mémoire. Construire avec des blocs monumentaux revenait à inscrire un message dans la matière elle-même, un message destiné à survivre aux siècles, aux cataclysmes, aux effondrements des civilisations. Peut-être les bâtisseurs savaient-ils que seule la pierre, et non les parchemins, défieraient le temps. Leur savoir était donc double, un savoir scientifique, mais aussi un savoir de transmission, conscient de la fragilité humaine et de la durée cosmique. Il existe un parallèle troublant avec d'autres monuments mégalithiques dans le monde. Stonehenge, les alignements de Karnak, les temples cyclopéens de Malte ou encore les citadelles andines comme Sacsayhuaman, partout des blocs gigantesques assemblés avec une précision inexplicable défient notre compréhension, comme si à travers les continents, un savoir commun avait guidé des mains humaines, un savoir que nous avons perdu mais dont les pierres gardent encore l'écho. Peut-être que ce savoir ancien n'était pas écrit. Peut-être qu'il se transmettait oralement, par initiation, ou même par expérience directe du monde. Une science intuitive, une lecture du ciel, de la pierre, du vent, qui échappe à notre esprit moderne obsédé par les preuves matérielles. Dans ce cas, les pyramides ne seraient pas seulement le fruit d'une technique, mais d'une perception du monde différente, plus proche des forces invisibles que nous ne savons plus écouter. À travers les siècles, ce savoir a peut-être été effacé. Les conquêtes, les révolutions culturelles, l'oubli volontaire auraient recouvert cette mémoire. Les Égyptiens eux-mêmes auraient hérité de ces monuments comme d'un mystère. Ils auraient en bâti autour d'eux, intégré leur présence à leur religion, mais sans en connaître l'origine véritable. Ainsi, les pyramides deviennent des énigmes non seulement pour nous, mais déjà pour les peuples qui les ont vénérées. L'idée dérangeante demeure, et si ces monuments étaient un an plus anciens que l'Égypte elle-même, certains géologues ont observé des traces d'érosion aqueuse sur le sphinx et sur certains blocs, suggérant une exposition à des pluies intenses, incompatibles avec le climat aride de l'époque pharaonique. Cela ferait remonter leur origine à une période bien antérieure, lorsque le Sahara n'était pas encore un désert. Si cela est exact, alors le savoir nécessaire à leur édification serait issu d'une civilisation disparue, effacée par le temps, dont il ne resterait que ces monuments comme ultimes témoins. Devant cette perspective, les pyramides cessent d'être des tombeaux pour devenir des messages. Messages laissés dans la pierre par des mains invisibles, destinés à traverser les millénaires. Messages que nous lisons sans les comprendre, fascinés par leur beauté, mais incapables de saisir leur langue véritable. Peut-être étaient-elles destinées à rappeler à l'humanité qu'elle n'est pas la première, ni peut-être la dernière, à fouler cette terre. Et tandis que nous continuons à fouiller, à mesurer, à scanner, le mystère s'épaissit. Car plus nous croyons approcher de la réponse, plus la complexité du monument nous échappe. Ce savoir ancien, s'il a existé, n'est pas seulement perdu. Il est devenu invisible, comme dissous dans la pierre. Il exige de nous non seulement des outils scientifiques, mais aussi une ouverture à l'inconnu, une acceptation de notre ignorance. Ainsi, les pyramides demeurent ce qu'elles ont toujours été.
des énigmes dressées contre l'oubli. Elles portent en elles un savoir trop ancien pour être compris, mais assez puissant pour continuer à nous interroger, 1000 ans après 1000 ans. Et peut-être est-ce là leur rôle véritable, garder vivant en nous ce sentiment de mystère, cette humilité devant l'insondable, que la science comme la foi peinent à combler. Lorsque la nuit tombe sur le plateau de Gizeh, les pyramides cessent d'être des montagnes de pierre pour devenir des silhouettes dressées contre le ciel. Leur masse, immobile depuis des millénaires, se met à dialoguer avec la voûte étoilée. L'observateur attentif découvre alors que ces monuments ne sont pas seulement ancrés dans la terre, ils appartiennent aussi au ciel. Comme si leurs bâtisseurs avaient voulu inscrire dans la pierre un reflet de l'univers, une géométrie qui dépasse la simple architecture et qui fait écho aux constellations. Depuis longtemps, des chercheurs et des rêveurs remarquent la ressemblance entre la disposition des 3 grandes pyramides et les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Ce rapprochement, parfois contesté, nourrit pourtant un vertige. Car Orion n'est pas une constellation anodine. Dans de nombreuses traditions, elle incarne un chasseur, un héros ou une porte vers l'au-delà. En Égypte, elle était associée à Osiris, le dieu des morts et de la renaissance. Si les pyramides ont été orientées ainsi, c'est peut-être parce qu'elles devaient servir de miroir terrestre au ciel, transformant le désert en une image figée de la voûte étoilée. Les alignements ne s'arrêtent non pas à Orion. Les galeries de la grande pyramide, percées comme des flèches de pierre, pointent vers des étoiles précises, Sirius, Alpha Draconis, Orion. Ces ouvertures, longues de plusieurs dizaines de mètres et taillées avec une régularité troublante, ne sont pas des hasards. Elles semblent avoir été conçues pour capter la lumière d'astres particuliers, à des moments déterminés. Comme si le monument tout entier fonctionnait comme un instrument astronomique, enregistrant la danse des étoiles à travers les âges. La précision de ces orientations fascine. Les côtés de la grande pyramide sont presque parfaitement alignés avec les points cardinaux, avec une erreur de seulement quelques minutes d'arc. Même nos instruments modernes, sans GPS ni satellite, peineraient à atteindre un tel degré de justesse. Comment expliquer qu'un peuple censé n'utiliser que des cordes et des bâtons ait pu atteindre cette perfection? Certains avancent donc que les prêtres astronomes, en observant patiemment le lever et le coucher des étoiles, avaient acquis une science empirique d'une finesse extrême. D'autres y voient être le signe d'un savoir plus ancien, transmis de génération en génération, peut-être hérité d'une civilisation disparue. La précession des équinoxes ajoute encore une couche de mystère. Ce lent mouvement de la Terre, qui fait glisser les étoiles à travers les millénaires, modifie l'alignement céleste. Or, certains chercheurs estiment que la disposition des pyramides correspond non pas au ciel de l'Égypte pharaonique, mais à celui d'époques bien plus reculées. Selon cette hypothèse, l'alignement avec Orion serait parfait si l'on remonte le ciel de plusieurs milliers d'années vers 10 500 avant notre ère. Si cela est exact, alors les bâtisseurs auraient possédé une connaissance du ciel à une époque où, selon l'histoire officielle, l'humanité n'était encore qu'au seuil du néolithique. Que signifierait une telle concordance ? Peut-être que les pyramides ne furent non pas seulement des tombeaux, mais des horloges cosmiques, marquant les cycles immenses du temps céleste. Les anciens auraient voulu inscrire dans la pierre la mémoire d'un moment particulier, une sorte d'empreinte du ciel destinée à survivre au siècle. Le désert devient alors une archive, où les étoiles sont figées dans la pierre comme des notes dans une partition silencieuse. Le rôle des étoiles dans la religion égyptienne renforce cette idée. Les textes des pyramides, gravés dans les tombes de Saqqara, parlent du voyage du pharaon défunt vers les étoiles impérissables, celles qui ne se couchent jamais. Pour rejoindre Osiris et l'éternité, l'âme devait s'élever vers ces lumières fixes du nord, immortelles dans leur course. Les pyramides, alignées avec ces régions célestes, auraient donc servi de passerelle, guidant l'esprit du roi vers son destin cosmique. Dans ce contexte, les alignements prennent tout leur sens. Ils n'étaient pas décoratifs, mais fonctionnels, comme des routes de lumière tracées dans la pierre. Les alignements stellaires apparaissent aussi dans d'autres civilisations. Les temples mayas, les cercles mégalithiques, les ziggourats mésopotamiennes, partout l'architecture antique semble dialoguer avec le ciel. Ce qui relie ces monuments à travers les continents, c'est la conviction que la terre et le ciel ne sont pas séparés, mais liés par une trame invisible. Construire un temple ou une pyramide revenait à ancrer dans la matière un fragment d'éternité, à créer une résonance entre le monde terrestre et l'ordre cosmique.
Les Égyptiens n'étaient peut-être pas les seuls à poursuivre cette quête, mais leurs pyramides sont sans doute l'expression la plus grandiose de cette harmonie perdue. Les alignements soulèvent cependant une autre question. Pourquoi Orion? Pourquoi Sirius? Pourquoi ces étoiles en particulier? Dans les récits mythiques, Orion est le siège d'Osiris, tandis que Sirius incarne Isis, son épouse divine. Ensemble, ces astres forment un mythe céleste reflété sur la Terre. Les bâtisseurs auraient donc cherché à inscrire dans la pierre non seulement des calculs astronomiques, mais aussi une histoire sacrée. Les pyramides deviennent alors des symboles vivants, des représentations matérielles d'un drame cosmique, la mort, la résurrection, l'union des dieux. Ce n'était pas seulement un savoir, mais une croyance, une vision du monde, où la matière et le divin se rejoignaient. Aujourd'hui, lorsque nous levons les yeux vers Orion, nous voyons encore les 3 étoiles brillantes qui ont guidé tant de civilisations. Mais nous avons perdu la trame symbolique qui les reliait à la Terre. Pour nous, elles sont de simples points lumineux, lointains soleils réduits à leurs coordonnées. Les anciens, eux, y voyaient des portes, des repères, des récits. Ils savaient peut-être que l'univers n'est pas une mécanique froide, mais un texte à déchiffrer, une énigme où chaque lumière a un sens. La question demeure. Pourquoi ériger des monuments aussi colossaux pour fixer des alignements célestes? Peut-être parce que les étoiles sont les seules choses qui défient le temps à l'égal de la pierre. Les hommes meurent, les royaumes s'effondrent, mais les astres brillent encore et les pyramides se dressent toujours. Ensemble, ils composent une langue éternelle que seuls ceux qui acceptent de regarder le ciel peuvent entendre. En marchant de nuit au pied des pyramides, on peut ressentir cette résonance étrange. Les blocs, froids et massifs, semblent prolonger la lumière des constellations. Les étoiles scintillent au-dessus des arêtes, comme si elles continuaient à guider les monuments, des millénaires après leur édification. Le vent du désert apporte le silence, et dans ce silence, l'impression n'est que ces alignements ne sont pas morts. Ils vibrent encore, discrets mais tenaces, comme un écho d'un savoir oublié qui continue de traverser les âges. Alors, les pyramides apparaissent moins comme des tombeaux que comme des instruments destinés à relier l'homme au cosmos, à ancrer le temps humain dans les cycles infinis du ciel. Les alignements des étoiles oubliées rappellent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers du temps. Nos vies, fragiles et éphémères, s'inscrivent dans une toile plus vaste, que des bâtisseurs mystérieux ont tenté de fixer dans la pierre. Dans le désert de Gizeh, les pyramides ne se dressent pas seulement comme des monuments, mais comme des ombres projetées depuis un passé que nous ne connaissons plus. Elles semblent appartenir à une mémoire plus vaste que celle des dynasties égyptiennes, une mémoire qui effleure les limites de l'histoire officielle. Autour de ces pierres colossales, une question revient, persistante et dérangeante. Et si elles étaient le vestige d'un monde disparu, d'une civilisation effacée dont nous ne percevons plus que le murmure, les récits anciens évoquent souvent des âges révolus. Les Grecs parlaient d'âge d'or et de bronze, les hindous d'un cycle infini de yuga, les traditions mésopotamiennes de royaumes antédiluviens. Partout, l'idée revient qu'avant notre histoire connue existait un d'autres peuples, porteurs d'un savoir oublié, balayés par des catastrophes naturelles ou des bouleversements cosmiques. Dans ce contexte, les pyramides pourraient être l'écho matériel de ces âges perdus, des monuments bâtis avant que l'Égypte ne devienne l'Égypte. Certains indices géologiques renforcent cette impression. Le sphinx, par exemple, porte des traces d'érosion qui ne s'expliquent pas par le seul vent du désert. Les stries verticales qui parcourent son corps semblent plutôt provenir d'une exposition prolongée à des pluies abondantes. Or, le plateau de Gizeh n'a pas connu de climat humide depuis des millénaires, bien avant l'émergence de la civilisation pharaonique. Si le sphinx est plus ancien que les dynasties, alors peut-être les pyramides le sont-elles aussi, remontant à un temps où le Sahara n'était pas encore un désert, mais une terre fertile traversée de rivières et de lacs. Cette hypothèse ouvre une vertigineuse perspective. Les bâtisseurs auraient pu appartenir à une civilisation oubliée, antérieure aux archives écrites, qui aurait transmis ou légué son héritage à l'Égypte naissante. Une civilisation dont nous n'avons retrouvé ni cités entières, ni bibliothèques, mais seulement des pierres colossales, trop vastes pour disparaître. Ce qui reste, ce ne sont pas des récits, mais des énigmes, inscrites dans la masse minérale, défiant le temps et les conquérants. À travers le monde, d'autres monuments semblent en partager cette aura d'antiquité incommensurable. Les blocs cyclopéens de Sacsayhuaman, au Pérou, s'emboîtent avec une précision telle qu'une lame de couteau ne peut s'y glisser.
Les temples engloutis de Yonaguni, au large du Japon, ressemblent à des architectures sculptées par des mains humaines bien avant la montée des océans. Les ruines de Göbekli Tepe, en Turquie, datées de plus de 11 000 ans, bouleversent déjà notre chronologie, révélant que des hommes supposés chasseurs-cueilleurs érigèrent des sanctuaires monumentaux avant même l'apparition de l'agriculture. Ces sites, éparpillés sur des continents éloignés, semblent chanter une même chanson. L'histoire humaine est plus profonde que ce que nous croyons. Nos chroniques officielles ne couvrent que quelques milliers d'années, mais peut-être ne sont-elles que la surface d'un océan plus ancien. Les pyramides égyptiennes, dans cette perspective, seraient l'un des phares les plus éclatants de cet âge immergé. Certains mythes anciens alimentent ce soupçon. Les récits du déluge, présents dans presque toutes les cultures, évoquent une catastrophe planétaire qui aurait englouti des civilisations entières. Chez les Grecs, c'est l'histoire de Deucalion. Dans la Bible, celle de Noé. En Mésopotamie, celle d'Utnapishtim. Les traditions orales des peuples d'Afrique, d'Asie et des Amériques racontent elles aussi des inondations cataclysmiques. Et si ces légendes n'étaient pas des allégories, mais des souvenirs déformés d'un cataclysme réel qui aurait anéanti une civilisation avancée, laissant derrière elle seulement quelques monuments inaltérables. L'Atlantide de Platon hante encore les imaginaires. Une cité brillante engloutie par la mer en une seule nuit. Certains ont voulu voir dans l'Égypte l'héritière de cette Atlantide perdue. Platon lui-même affirmait que les prêtres égyptiens détenaient des récits bien plus anciens que ceux des Grecs, et que leurs archives savaient remonter à des milliers d'années oubliées, donc oubliées par les autres peuples. Peut-être les pyramides ne sont-elles pas seulement un exploit architectural, mais la preuve tangible que des mains plus anciennes que celles des pharaons avaient déjà maîtrisé la pierre, la géométrie et l'astronomie. Ce qui trouble davantage, c'est la transmission sélective du savoir. Si une civilisation perdue a réellement existé, elle a laissé peu de traces accessibles. Seuls les monuments massifs, comme les pyramides, pouvaient en résister au sable du temps. Les bibliothèques, les archives, les outils auraient en disparu, avalés par les siècles. Nous ne voyons que la partie la plus inaltérable de leur héritage, les pierres colossales, dressées comme des balises pour une humanité future. Mais pourquoi ces civilisations auraient-elles disparu ? Les théories varient. Certains évoquent des cataclysmes climatiques liés à la fin de la dernière glaciation, lorsque d'immenses volumes d'eau submergèrent les terres basses. D'autres parlent de chutes d'astéroïdes, comme l'événement supposé du Dryas récent qui aurait bouleversé l'équilibre écologique autour de 10 800 avant notre ère. Dans ces scénarios, des cultures entières auraient été effacées en quelques générations, ne laissant derrière elles que des fragments muets, comme les pyramides. Pourtant, l'ombre de ces civilisations perdues plane encore dans les mythes. Les Égyptiens eux-mêmes attribuaient leur savoir à des êtres semi-divins. Les Shemsu-Hor, les compagnons d'Horus, censés avoir régné sur la vallée du Nil avant les premiers pharaons. Les Grecs parlaient de poils de peuples fabuleux venus d'au-delà de l'horizon. Les Mayas attribuaient leur calendrier à des ancêtres mystérieux qui auraient reçu le temps comme un don des dieux. Ces récits convergent vers une même intuition. L'humanité actuelle n'est pas la première à porter un savoir profond, mais peut-être seulement la dernière héritière d'une mémoire fragmentée. Lorsque l'on contemple les pyramides dans cette lumière, elles cessent d'être des tombeaux ou des temples. Elles deviennent des vestiges d'un monde effacé, des pierres témoins d'un âge dont nous ne connaissons plus la langue. Leur silence devient alors plus lourd, car il semble volontaire, comme si elles avaient été conçues non pour être expliquées, mais pour rester indéchiffrables, rappelant à chaque génération que quelque chose nous échappe. La science moderne explore ces mystères avec prudence. Les archéologues, attachés aux preuves tangibles, rejettent souvent les hypothèses de civilisations perdues, préférant expliquer les pyramides par l'effort collectif et les techniques ingénieuses des Égyptiens. Pourtant, malgré ces explications, une impression persiste. Quelque chose ne cadre pas. Les pierres sont trop vastes, les alignements trop précis, les coïncidences d'ensemble trop nombreuses. Peut-être que l'ombre des civilisations perdues se tient là, entre les lignes de notre histoire officielle, attendant que nous ayons l'humilité d'admettre ce que nous ne savons pas. Dans le vent du désert, cette ombre continue de flotter, invisible, insaisissable, mais toujours présente. Elle se glisse entre les interstices des blocs, entre les nuits étoilées et les récits effacés. Elle rappelle que l'humanité est peut-être plus vieille que ses livres, plus ancienne que ses chronologies.
et que sous la lumière immobile des pyramides, l'ombre des civilisations perdues en veille encore, discrète mais insistante, comme une mémoire qui refuse d'être effacée. Il existe dans la mémoire humaine une zone obscure où l'histoire se dissout et où les mythes prennent le relais. C'est une région fragile, faite de récits, qui semblent trop vastes pour être inventés, mais trop insaisissables pour être vérifiés. Les pyramides, dans leur silence massif, semblent appartenir à cette frontière. Elles sont l'incarnation d'un savoir que nos chroniques écrites ne peuvent pas contenir, un savoir qui flotte dans les légendes plus que dans les archives. Les mythes du monde entier nous parlent d'âges oubliés, de peuples anciens qui possédaient des connaissances extraordinaires, de dieux ou de demi-dieux qui marchaient aux côtés des hommes. Avant même que les scribes égyptiens n'inscrivent leurs premiers hiéroglyphes, ces récits existaient déjà, transmis par la parole, répétés au coin des feux, gravés dans la mémoire collective. Et toujours, ils évoquent un temps antérieur à l'histoire officielle, un âge où le ciel et la terre dialoguaient encore directement. En Égypte, les textes des pyramides, gravés dans les chambres funéraires de Saqqara, parlent d'êtres mystérieux, les Shemsu-Hor, les compagnons d'Horus. Selon la tradition, ils auraient régné sur la vallée du Nil avant l'ère des pharaons, apportant avec eux des savoirs qui semblent venir d'ailleurs. Leur existence n'a jamais été prouvée, mais leur présence dans les récits officiels suggère qu'une mémoire antérieure hantait déjà l'esprit des anciens. Peut-être les Égyptiens ne se considéraient-ils pas comme les créateurs de leur civilisation, mais comme les héritiers d'un legs plus ancien. Le mythe rejoint ici d'autres traditions. Chez les Grecs, les âges mythiques précédaient en que l'âge des hommes ordinaires, l'âge d'or, puis l'âge d'argent, puis l'âge de bronze, autant d'époques où les dieux côtoyaient encore les mortels, où l'humanité vivait dans une proximité avec les forces cosmiques. Dans l'Inde ancienne, les textes védiques évoquent les yugas, ces grands cycles où l'humanité décline peu à peu depuis une perfection originelle. Dans ces visions, notre époque n'est pas le commencement, mais une lente chute, et ce qui fut jadis surpassait de loin nos capacités actuelles. Ces récits partagent une même intuition. L'histoire humaine ne commence pas avec l'écriture, mais bien avant. Les mythes conservent la mémoire de temps que les archéologues ne savent pas fouiller. Les pyramides, elles, semblent être la manifestation matérielle de ce passé, comme si les bâtisseurs avaient voulu figer un récit mythique dans la pierre. Elles deviennent un pont entre les récits oraux et le monde visible, une preuve muette que ce que racontaient les anciens n'était pas seulement des allégories, mais peut-être le souvenir déformé d'une réalité. Dans les traditions mésopotamiennes, les rois antédiluviens régnaient des milliers d'années avant le déluge. Les tablettes sumériennes parlent de souverains dont les règnes se comptaient en dizaines de millénaires. Ces chiffres, absurdes pour l'historien moderne, pourraient en refléter autre chose, ou en la mémoire d'un temps où l'humanité n'était pas seule, où des êtres considérés comme divins guidant les peuples. Lorsque le déluge survint, tout fut effacé et seuls demeurèrent les récits. Si l'on croise ces mythes avec l'existence de monuments comme les pyramides, l'idée n'est que certains vestiges auraient échappé au cataclysme, devenant les derniers co-témoins d'un âge perdu. L'histoire officielle, rigoureuse et rationnelle, place une barrière claire entre le mythe et le fait. Mais cette séparation n'a pas toujours existé. Pour les anciens, les récits mythiques n'étaient pas de simples contes, ils étaient une mémoire, transmise pour garder vivante la trace de ce qui ne pouvait être écrit. Dans ce sens, les pyramides pourraient être l'écriture d'un mythe dans la matière, une façon de donner un corps à un récit trop vaste pour les mots. La figure d'Osiris, dieu mort et ressuscité, illustre ce lien. Dans le mythe, Osiris enseigne aux hommes l'agriculture, les lois et la civilisation. Après avoir été tué et démembré, il renaît grâce à Isis, devenant le maître du royaume des morts. Ce récit, plus qu'un simple mythe religieux, ressemble à l'écho d'un fondateur oublié, un être qui aurait réellement transmis des savoirs, puis dont la mémoire aurait été sublimée dans le langage mythique. Les pyramides, orientées Béchan vers Orion, souvent associées à Osiris, pourraient en être les monuments qui fixent ce récit dans la pierre, inscrivant le dieu sage dans le tissu du ciel et de la terre. D'autres cultures parlent aussi de ces instructeurs divins. Les Incas évoquent Viracocha, le dieu qui surgit de l'océan pour enseigner aux hommes l'art de bâtir et d'organiser leur société. Les peuples de Mésopotamie racontent l'histoire d'Oannès, un être mi-homme, mi-poisson, qui sortait des eaux pour transmettre la connaissance avant de disparaître dans la mer.
Partout, ces récits décrivent des figures étranges qui apparaissent, donnent un savoir, puis s'effacent, laissant derrière elles des traces de grandeur. Et partout, ces récits précèdent l'histoire écrite. Les mythes sont des archives vivantes. Ils ne disent pas toujours la vérité brute, mais ils préservent une trame, un souffle, une direction. Lorsque l'on contemple les pyramides à travers cette grille, elles ne sont plus seulement des prouesses techniques, mais des témoins d'un temps où le mythe et l'histoire se confondèrent encore. Elles sont peut-être la matérialisation d'un récit transmis par des générations entières jusqu'à ce que les Égyptiens l'inscrivent dans leur propre vision du monde. Il y a aussi la possibilité que ces mythes n'en soient pas de simples souvenirs, mais des avertissements. Dans de nombreuses traditions, les récits des âges antérieurs insistent sur la chute, sur la perte d'un savoir, sur un cataclysme qui efface la grandeur passée. Les pyramides pourraient alors être plus qu'un héritage. Elles seraient un rappel que tout savoir peut être perdu, que les civilisations les plus brillantes peuvent disparaître et que la mémoire humaine est fragile. Ce qui trouble, c'est la permanence de ces récits à travers les continents. Sans contact direct, les peuples de la Terre ont raconté des histoires étrangement similaires, des âges d'or, des instructeurs divins, des catastrophes qui effacent tout. Comment expliquer cette convergence ? Est-ce le fruit du hasard, de l'imagination humaine façonnée par les mêmes peurs, ou bien la trace diffuse d'une mémoire commune, issue d'un événement réel qui a marqué toute l'humanité ? Dans le sable du désert, les pyramides se tiennent comme des énigmes silencieuses au cœur de ce débat. Elles incarnent la frontière entre mythe et histoire, entre ce que nous pouvons mesurer et ce que nous ne pouvons que ressentir. Leur masse est réelle, leur proportion calculable, mais leur sens échappe. Elles ne nous disent pas seulement ce qu'étaient les Égyptiens, elles nous rappellent que l'histoire humaine pourrait être plus ancienne, plus profonde, et que les mythes, loin d'être de simples inventions, sont peut-être les clés pour entrevoir cette profondeur. Sous la lumière changeante du soleil et des étoiles, ces monuments nous invitent à relire les récits anciens non comme des fables, mais comme des miroirs. Des miroirs déformés, certes, mais reflétant un passé trop vaste pour tenir dans nos chroniques officielles. Et dans ce reflet, une vérité persiste. Avant l'histoire, il y avait déjà des récits, et peut-être que ces récits gardent en eux la mémoire de mondes disparus. Les pyramides sont là pour nous le rappeler, dressées comme des pages de pierre où le mythe et l'histoire se rejoignent encore dans une même énigme. Lorsque l'on s'avance dans les entrailles de la Grande Pyramide, ou que l'on contemple les blocs monumentaux éparpillés autour du plateau de Gizeh, une question simple mais obsédante revient. Où sont les outils ? Des millions de tonnes de pierres ont été extraites, transportées et assemblées avec une précision que nous peinons encore à comprendre. Pourtant, nul atelier, nul instrument, nul dispositif sophistiqué n'a été retrouvé pour témoigner d'une telle prouesse. L'ombre d'un savoir technique invisible plane sur ces monuments, comme si les véritables outils des bâtisseurs avaient été effacés, perdus ou volontairement cachés. Les récits officiels nous parlent de marteaux de cuivre, de burins rudimentaires et de cordes de chanvre. Mais face au granit d'Assouan, dur comme le quartz, ces instruments paraissent dérisoires. Le cuivre, métal tendre, s'use presque immédiatement sur une roche qui exige aujourd'hui des scies diamantées et des machines de haute précision. Pourtant, des sarcophages colossaux, taillés dans ce même granit, reposent encore dans les chambres profondes des pyramides et des temples. Leurs surfaces sont polies, leurs angles droits atteignent une perfection géométrique. Rien dans les outils retrouvés ne peut expliquer une telle finesse. À Abu Rawash, à Saqqara, à Abydos, d'autres pierres gigantesques portent des traces encore plus énigmatiques. Certaines semblent avoir été forées avec des tiges cylindriques, laissant des spirales régulières qui rappellent étrangement les marques laissées par une perceuse mécanique. D'autres blocs, abandonnés dans les carrières, révèlent des découpes nettes, comme si une scie immense avait pénétré la roche. Mais aucune trace de ces outils n'a survécu. Les musées regorgent de statuettes et de bijoux, mais aucun instrument capable de reproduire ces marques n'a été découvert. Cette absence soulève deux hypothèses. La première est que les outils ont été faits de matériaux périssables, bois, cordes, alliages simples qui n'ont pas résisté au temps. La seconde, plus troublante, est que les Égyptiens n'étaient pas les inventeurs de ces techniques, mais seulement les héritiers d'un savoir qui les dépassait déjà. Les outils auraient appartenu à une autre époque, une civilisation plus ancienne, disparue avec ses secrets. Les Égyptiens auraient utilisé ce qui leur restait, les monuments eux-mêmes, incompréhensibles mais toujours debout.
Les carrières d'Assouan sont particulièrement révélatrices. Là-bas gît en obélisque inachevé un bloc de granit gigantesque resté attaché à la roche mère. Sa taille colossale défie l'imagination. S'il avait été achevé, il aurait pesé plus de 1000 tonnes. Ce bloc porte des rainures étranges, comme si la pierre avait été travaillée avec un outil capable de creuser des sillons réguliers et profonds. Les archéologues y voient d'un rang des traces de marteaux de pierre, mais l'observation attentive révèle une symétrie et une constance qui rappellent de plutôt l'action d'un outil mécanique appliqué avec une force constante et une vitesse régulière. Comment concilier cela avec la technologie supposée de l'époque ? Dans la Grande Pyramide, les blocs de granit de la chambre du roi posent un problème similaire. Certains pèsent entre 50 et 80 tonnes, taillés avec une exactitude géométrique et polis comme du verre. Le transport de ces blocs depuis Assouan à plus de 800 km reste une énigme. Mais plus encore, leur ajustement à l'intérieur d'une structure complexe, dans des couloirs étroits, semble défier la logique des cordes et des leviers. Quels outils ont permis non seulement de les extraire, mais de les positionner avec une telle précision dans un espace confiné ? Le mystère s'épaissit lorsque l'on observe les traces laissées sur les blocs de calcaire et de granit. Certaines présentent une régularité comparable à celle produite par une machine moderne. Des stries droites, continues, comme si une lame avait pénétré la matière sans effort. D'autres montrent des marques en spirale impossibles à expliquer avec de simples outils de cuivre. Il est difficile de croire qu'une main humaine, aidée seulement d'un maillet rudimentaire, ait pu produire ces motifs. Certains chercheurs alternatifs avancent l'idée que les bâtisseurs utilisaient des outils d'une technologie perdue, peut-être basés sur des principes que nous sentons mais que nous commençons à peine à redécouvrir. Vibrations sonores, utilisation de résonance ou encore alliage aujourd'hui disparu. Toutes ces hypothèses flottent entre science et imagination. Dans de nombreuses traditions, le son était considéré comme une force capable de modeler la matière. Les textes hindous parlent d'armes sonores, les récits égyptiens attribuent des pouvoirs créateurs aux paroles sacrées. Et si les pierres elles-mêmes avaient été taillées par une technologie fondée sur le son, utilisant les fréquences pour fissurer ou polir la roche ? D'autres théories évoquent l'usage d'une forme de science minérale inconnue. Certains blocs semblent avoir été moulés plutôt que taillés, comme si le calcaire avait été réduit en une sorte de béton ancien, coulé dans des moules et durci ensuite. Cette hypothèse, étudiée par quelques géologues, suggère que les Égyptiens auraient donc pu manipuler les pierres à l'état pâteux, utilisant des techniques chimiques disparues. Si tel était le cas, les outils que nous cherchons n'existent pas, car ils n'étaient pas nécessaires. La roche elle-même était transformée pour se laisser modeler. Mais la question demeure lancinante, pourquoi n'avons-nous retrouvé aucune preuve tangible ? Des ateliers entiers auraient dû exister, avec des instruments capables de percer, de polir, de scier la pierre dure. Or, seuls subsistent des marteaux de pierre et des outils de cuivre. Est-ce un oubli ou bien un signe ? Peut-être que ces outils n'ont jamais appartenu aux Égyptiens, mais à une civilisation plus ancienne dont ils ont hérité les monuments. Les Égyptiens auraient ajouté leurs temples, leurs inscriptions, mais la technologie des bâtisseurs originels se serait éteinte avec eux. Cette hypothèse est renforcée par la comparaison avec d'autres sites mégalithiques. Au Pérou, les murailles Pequén de Cusco présentent des blocs gigantesques emboîtés comme des pièces de puzzle, avec des angles multiples et des surfaces polies. Aucun outil retrouvé sur place n'explique une telle prouesse. À Baalbek, au Liban, gisent des blocs de plusieurs centaines de tonnes, taillés et alignés avec une précision étonnante, sans qu'aucune technologie locale ne puisse en rendre compte. Partout, le même mystère, des pierres colossales, des traces de taille inexplicables, et l'absence d'outils adéquats. Les mythes, encore une fois, murmurent une réponse. Les Égyptiens parlaient d'un savoir venu des dieux, les Grecs d'architectes divins, les Mayas de bâtisseurs instruits par des êtres venus du ciel. Derrière ces récits, peut-être se cache la mémoire déformée d'une technologie disparue. Une technologie que nous ne comprenons plus, mais qui a laissé des marques visibles dans la pierre, plus convaincantes que n'importe quelle chronique. Il est possible que les outils n'aient jamais été perdus, mais seulement invisibles à notre regard. Peut-être n'étaient-ils pas matériels au sens où nous l'entendons. Peut-être étaient-ils faits de principes naturels maîtrisés à un degré que nous ne concevons plus. Les pyramides, alors, deviennent les témoins d'une relation intime entre l'homme et la matière, entre l'esprit et la pierre. Dans le désert, le silence des blocs taillés est plus éloquent que tous les récits. Les outils sont introuvables, mais leurs marques sont partout.
elle craint la présence d'un savoir que nous ne possédons plus, et qui pourtant a façonné les monuments les plus durables de notre planète. Ce paradoxe est peut-être le plus grand mystère de Gizeh. Non pas ce que nous voyons, mais ce que nous ne trouvons pas. Les pyramides nous confrontent à une absence, et cette absence pèse plus lourd que les pierres elles-mêmes. Lorsque l'on contemple les pyramides, il est tentant d'y voir l'empreinte d'un peuple que l'histoire a oublié. Non pas les Égyptiens que nous connaissons à travers les fresques, les statues et les hiéroglyphes, mais d'autres mains, plus anciennes, dont le nom s'est effacé avant même que l'écriture n'existe. Les blocs colossaux, les alignements célestes, les proportions parfaites, tout cela semble pointer vers des bâtisseurs qui n'ont laissé aucune trace d'eux-mêmes, sinon leur œuvre. Et cette œuvre, paradoxalement, ne dit pas qui ils étaient. Les Égyptiens ont rempli leurs temples d'inscriptions. Ils ont gravé les murs de leurs tombes de récits interminables, retraçant leurs croyances, leurs victoires, leurs offrandes aux dieux. Mais la grande pyramide reste muette. Aucune fresque, aucun cartouche royal, aucune prière ne vient orner ses parois. Si elle avait été conçue comme un tombeau, pourquoi ce silence ? Pourquoi ce refus d'inscrire dans la pierre éternelle l'identité de celui qu'elle était censée glorifier ? Peut-être parce qu'elle appartenait déjà à une époque trop ancienne pour être comprise, déjà enveloppée dans l'ombre d'un peuple dont le nom s'était dissipé. Ce peuple hypothétique hante les récits égyptiens eux-mêmes. Les Shemsu-Hor, les compagnons d'Horus, auraient régné avant les pharaons. Les prêtres d'Héliopolis parlaient en un temps où les dieux marchaient encore parmi les hommes, transmettant leur savoir avant de se retirer. Ces traditions, souvent reléguées au rang de mythes, pourraient contenir un souvenir déformé d'ancêtres lointains, si anciens que leur existence s'est dissoute dans le brouillard des millénaires. Mais si ces bâtisseurs existaient, pourquoi ne reste-t-il rien d'eux, hormis des monuments ? Où sont leurs maisons, leurs poteries, leurs outils ? Peut-être étaient-ils nomades, ou peut-être leurs traces furent effacées par le temps, recouvertes par le sable et les eaux. Peut-être aussi que leur civilisation s'est effondrée brutalement, emportée par un cataclysme naturel, ne laissant debout que les pierres les plus massives. Les pyramides, alors, ne seraient pas seulement des monuments, mais les dernières voix d'un peuple dont tout le reste s'est volatilisé. Cette hypothèse se reflète dans d'autres sites du monde. À Göbekli Tepe, en Turquie, un peuple sans nom érigea des temples monumentaux plus de 7000 ans avant l'Égypte. Aucun village permanent, aucune trace d'organisation classique ne fut retrouvée à proximité. Pourtant, les pierres sculptées témoignent d'une maîtrise artistique et symbolique étonnante. Qui étaient ces bâtisseurs ? Nous ne le savons pas. Ils surgissent dans l'archéologie comme une énigme, puis disparaissent aussitôt. Peut-être les pyramides sont-elles une énigme similaire, mais à une échelle colossale. Dans le désert, l'absence de traces devient éloquente. Les Égyptiens ont bâti autour des pyramides, ils les ont vénérées, réinterprétées, intégrées à leur cosmogonie. Mais il est possible qu'ils aient hérité de quelque chose qui ne leur appartenait pas. Ce peuple sans nom aurait érigé ces structures, puis se serait effacé, laissant aux dynasties ultérieures la tâche de leur attribuer un sens, d'y inscrire leur propre récit. Les pharaons auraient revendiqué ces monuments comme les leurs, alors qu'ils n'en étaient peut-être que les gardiens. Les mythes d'autres cultures évoquent eux aussi des peuples mystérieux. Les Incas parlant des Viracochas, des êtres étranges venus des eaux, qui auraient enseigné aux hommes l'art de bâtir avant de disparaître. Les Dogons du Mali racontent l'histoire de sages venus de l'étoile Sirius, porteurs d'une connaissance inhumaine. Partout, l'on retrouve l'écho d'instructeurs oubliés, de bâtisseurs anonymes qui apparaissent pour transmettre, puis disparaissent comme s'ils ne devaient pas rester. Ces récits, même embellis par les siècles, résonnent avec la possibilité que nos monuments les plus anciens soient les derniers vestiges de peuples que l'histoire n'a pas retenus. L'absence de nom est peut-être intentionnelle. Les pyramides elles-mêmes semblent vouloir effacer l'identité de leurs créateurs. Leur silence contraste avec l'exubérance des temples ultérieurs, comme si le message n'était pas « voici celui qui a construit », mais « voici ce qui a été construit ». La pierre devient le sujet, non les bâtisseurs. Peut-être voulaient-ils que leur œuvre dépasse leur propre mémoire, qu'elle se fonde dans l'éternité, détachée des contingences humaines. Un peuple qui bâtit pour défier le temps sans chercher la gloire de son nom appartient déjà à une logique étrangère à la nôtre. Il est également possible que ce peuple ait voulu disparaître volontairement, effaçant son identité pour ne laisser que son héritage. Certaines traditions spirituelles parlent de cultures qui savaient que leur temps était révolu.
et qui auraient choisi de transmettre seulement ce qu'elles jugeaient essentiel. Des monuments, des symboles, des savoirs gravés dans la pierre. Les pyramides deviendraient alors des coffres de mémoire, destinés à survivre sans explication, comme une énigme offerte aux générations futures. Ce peuple sans nom nous interroge aussi sur notre propre fragilité. Que restera-t-il de nous dans 10 000 ans ? Nos villes, nos écrits dans un an, nos machines disparaîtront, rongées par le temps. Peut-être ne subsisteront que des fragments, incompréhensibles pour ceux qui viendront après nous. De nous aussi, il ne restera peut-être que des échos. Ainsi, en contemplant les pyramides, nous contemplons aussi notre propre avenir, l'inévitable effacement de tout nom et la permanence obstinée de quelques pierres dressées contre l'oubli. Dans le vent du désert, ces échos résonnent encore. Ils ne portent non pas de mots, mais un silence chargé de la présence invisible de ceux qui ont bâti sans laisser d'inscription. En approchant des blocs, en effleurant leur surface rugueuse, on a l'impression de toucher une mémoire étrangère, une mémoire qui nous regarde sans se révéler. C'est peut-être cela la véritable énigme des pyramides. Elles sont moins un message qu'une absence de message, moins une parole qu'une résonance. L'écho d'un peuple sans nom, qui continue de vibrer dans la pierre longtemps après que sa voix s'est tue. Il y a dans la masse des pyramides une énigme que nul calcul ne parvient à dissiper, le poids. Chaque monument n'est pas seulement un assemblage de pierres, mais une montagne construite bloc par bloc avec une régularité qui défie la raison. On estime que la grande pyramide de Khéops contient plus de 2 millions de blocs de calcaire et de granit, pesant chacun de 2 à 4 tonnes en moyenne. Certains atteignent 30, 40, parfois 80 tonnes. Des masses qui, même aujourd'hui, exigeraient encore des machines colossales pour être déplacées. Pourtant, ces pierres ont été extraites, transportées et mises en place il y a plus de 4 millénaires, selon les récits officiels. La question se pose avec une simplicité désarmante. Comment un peuple de l'âge du bronze a-t-il pu accomplir ce que nous aurions du mal à réaliser aujourd'hui, même avec nos grues, nos camions, nos techniques hydrauliques ? Les rampes de terre évoquées par les archéologues auraient dû être aussi grandes que la pyramide elle-même, nécessitant des efforts démesurés, et encore, elles n'expliquent pas le transport des blocs les plus lourds, parfois hissés à des dizaines de mètres de hauteur. À Saqqara, dans la pyramide rouge et dans la pyramide rhomboïdale, les mêmes mystères se répètent. Blocs gigantesques, angles parfaits, chambres internes où des pierres de plusieurs dizaines de tonnes reposent à une hauteur inexplicable. À Abydos, dans l'énigmatique Osirion, des blocs massifs de granit sont posés comme si leur poids n'avait jamais été un obstacle. À Baalbek, au Liban, 3 pierres connues sous le nom de trilithons dépassent chacune les 800 tonnes, taillées et ajustées dans une plateforme monumentale. Le problème est universel, des blocs dont le poids paraît impossible pour les moyens humains connus. Certains chercheurs avancent que les Égyptiens auraient utilisé des rondins, des traîneaux et des cordes pour déplacer ces masses, mais aucune trace de ces dispositifs n'a été retrouvée à l'échelle colossale exigée. De plus, les rampes et les mécanismes supposés auraient nécessité des ressources humaines et matériel astronomique. Les ouvriers auraient entre dû se compter en centaines de milliers, œuvrant pendant des décennies dans une organisation quasi parfaite. Cela reste envisageable pour les blocs de calcaire les plus modestes, mais pour les pierres de granit de la chambre du roi, pour les linteaux de plusieurs dizaines de tonnes placés à des hauteurs vertigineuses, le scénario devient de plus en plus fragile. Le poids n'est pas seulement un problème de transport, c'est aussi un problème de positionnement. Les blocs de granit de la grande galerie de Khéops sont placés avec une exactitude troublante. Ils ne sont pas simplement posés, ils sont ajustés, alignés, équilibrés. Déplacer une masse de 50 tonnes est une prouesse. La positionner à 1 cm près sans la briser relève de l'impossible avec des cordes et des leviers rudimentaires. Comment des bâtisseurs antiques auraient-ils pu accomplir cela sans laisser derrière eux les outils, les rampes, les systèmes nécessaires ? Le poids des blocs devient ainsi une énigme universelle, une question que l'on retrouve dans toutes les architectures cyclopéennes. Au Pérou, à Sacsayhuaman, d'immenses pierres polygonales s'emboîtent avec une précision parfaite, certaines pesant plus de 100 tonnes. Dans les Andes, à Ollantaytambo, des blocs gigantesques furent d'un déplacés depuis des carrières situées de l'autre côté d'une vallée, franchissant des pentes abruptes et des rivières. Partout, l'histoire officielle répond par des théories d'efforts humains démesurés. Mais partout, le doute persiste. N'y avait-il pas une autre manière, une autre science aujourd'hui perdue ?
Certaines hypothèses évoquent l'usage de techniques oubliées capables de réduire artificiellement le poids des blocs. Des récits mythiques parlent de prêtres ou de sages qui faisaient chanter la pierre, la rendant légère par des sons ou des incantations. Des légendes andines racontent que les bâtisseurs faisaient flotter les pierres dans les airs grâce à des trompes sonores. Ces récits, bien que fabuleux, trouvent un écho troublant dans les expériences modernes de lévitation acoustique, où des sons à certaines fréquences peuvent en faire léviter de petits objets. Peut-être les anciens maîtrisaient-ils des principes de résonance que nous commençons seulement à redécouvrir. D'autres théories aussi les suggèrent que les bâtisseurs connaissaient l'art de manipuler la densité de la pierre, la transformant temporairement en une matière plus malléable. Certains blocs portent des marques qui ressemblent à des empreintes de moulage, comme si la roche avait été ramollie puis solidifiée. Des chercheurs ont avancé l'idée que les Égyptiens utilisaient une sorte de géopolymère, un ciment ancien qui imitait la pierre naturelle. Si tel était le cas, alors les blocs les plus massifs ne seraient certes pas taillés et déplacés, mais coulés sur place, ce qui expliquerait leur ajustement parfait. Mais ces hypothèses demeurent spéculatives. Le fait brut, lui, demeure. Des masses colossales furent en déplacées et mises en place sans que nous sachions comment. Les pierres existent, elles ne mentent pas. Leur poids, leur taille, leur emplacement sont des réalités palpables. Et pourtant, aucun récit contemporain, aucune archive, aucune fresque ne décrit clairement la méthode utilisée. Les Égyptiens ont consigné leur vie dans le moindre détail. L'agriculture, la chasse, les offrandes, les rituels. Mais pas une seule image ne montre les techniques exactes employées par Ndolier pour construire les pyramides. C'est comme si ce savoir appartenait à un secret ou à un temps déjà révolu pour eux. Le poids des blocs devient alors plus qu'une difficulté technique. Il devient un mystère symbolique. Ces pierres, par leur masse, incarnent l'impossible. Elles défontent la logique humaine, forçant celui qui les contemple à reconnaître une puissance qui dépasse l'entendement. Peut-être les bâtisseurs voulaient-ils précisément cela, ériger une œuvre si lourde, si massive, qu'elle semblerait inaltérable, défiant non seulement le temps, mais aussi la compréhension. Dans ce cas, le poids n'est pas un obstacle, mais un message de permanence, d'éternité, d'un savoir qui ne pouvait être réduit aux moyens humains ordinaires. Le voyageur qui se tient au pied de ces pierres ressent immédiatement ce vertige. La masse des blocs écrase l'imagination. Chaque pierre devient une énigme à elle seule. Comment a-t-elle été extraite? Comment a-t-elle été transportée? Comment a-t-elle été posée ici, au milieu du désert, à cette hauteur, avec une précision que nous aurions peine à reproduire? Les réponses officielles semblent s'effriter devant l'évidence muette des pierres. Elles s'élèvent, immuables, comme si elles se riaient de nos explications. Ainsi, le poids impossible des blocs devient le cœur même du mystère des pyramides. Plus qu'un problème d'ingénierie, il est une fissure dans notre compréhension de l'histoire. Une fissure qui laisse passer un souffle ancien, celui d'un savoir oublié, d'un peuple qui maîtrisait la matière d'une manière que nous avons perdue. Dans le silence du désert, ces blocs nous rappellent que l'humanité n'a pas toujours connu les mêmes limites, et que certaines d'entre elles, peut-être, ne sont que des illusions. Les pyramides ne sont pas seulement des amas de pierres colossales. Leur mystère ne réside pas uniquement dans le poids impossible de leurs blocs ou dans les moyens qui permirent décemment de les hisser vers le ciel. Ce qui intrigue autant que la masse brute, c'est l'ordre caché qui se dégage de leurs proportions. Car derrière chaque angle, chaque longueur, chaque rapport de mesure, se dissimule une intelligence mathématique qui semble appartenir à une logique plus vaste que la simple construction d'un monument. Les pyramides parlent la langue de la géométrie, une langue universelle, mais leur grammaire paraît nous échapper. La grande pyramide de Khéops est la plus célèbre de ces énigmes. Sa hauteur originelle avoisinait 146 mètres, et la longueur de sa base environ 230 mètres. Si l'on prend la circonférence de la base et qu'on la divise par 2 fois la hauteur, on obtient une valeur approchant le nombre pi, avec une précision étonnante pour une civilisation supposée ignorer son existence. Si l'on compare la hauteur à la demi-base, on obtient une proportion proche du nombre d'or, phi, cette constante mystérieuse que l'on retrouve dans les spirales des coquillages, les proportions du corps humain et les galaxies lointaines. Était-ce une simple coïncidence ou le signe que les bâtisseurs maîtrisaient des lois universelles qu'ils inscrivaient volontairement dans la pierre? Certains chercheurs voient dans ces proportions un message caché. La pyramide ne serait pas seulement une tombe, mais une encyclopédie de pierres.
Elle contiendrait dans ses dimensions la mémoire des constantes cosmiques, comme si ses bâtisseurs avaient voulu offrir à l'humanité un savoir éternel, préservé au-delà des catastrophes et des civilisations. La Grande Pyramide, dans cette perspective, serait une archive mathématique autant qu'un monument physique, un temple du nombre gravé dans la matière. D'autres observations viennent renforcer ce vertige. L'angle des faces de la pyramide, environ 51,8 degrés, semble être lié au rapport entre le rayon et la circonférence de la Terre. Certains y lisent la preuve que les bâtisseurs connaissaient point la taille de notre planète bien avant Ératosthène, qui, 2000 ans plus tard, mesurera la circonférence terrestre avec ses calculs d'ombre et de soleil. Comment expliquer qu'une telle connaissance soit inscrite dans un monument de l'âge du bronze ? Était-ce un savoir transmis, hérité d'un peuple antérieur, ou la preuve d'une science dont nous n'avons conservé que des fragments ? L'intérieur de la pyramide est lui aussi porteur de mystères géométriques. Les couloirs, les galeries et les chambres semblent obéir à des proportions qui dépassent la simple fonctionnalité. La grande galerie, avec ses parois inclinées et ses dimensions gigantesques, semble avoir été conçue pour quelque chose d'autre que le passage. Ces mesures, reproduites en modèles numériques, révèlent des rapports harmonieux liés à la musique et aux fréquences sonores. Peut-être les bâtisseurs avaient-ils conçu ces espaces pour résonner avec certaines vibrations, utilisant la géométrie comme un instrument invisible. La notion de géométrie sacrée traverse d'ailleurs toutes les grandes traditions. En Inde, les temples hindous suivent des proportions fondées sur le mandala, image du cosmos. Dans la Grèce antique, les temples étaient rebâtis selon des rapports harmoniques inspirés de la musique. Les cathédrales médiévales d'Europe furent construites sur des tracés secrets qui combinaient sur le nombre d'or et les figures géométriques. Partout, les bâtisseurs ont cherché à donner à la pierre une forme qui reflète l'ordre du monde. Les pyramides d'Égypte, par leur perfection et leur monumentalité, semblent être l'expression la plus ancienne et la plus radicale de cette quête, inscrire dans la terre les lois invisibles du ciel. Les Égyptiens considéraient le monde comme une manifestation de Ma'at, l'ordre cosmique. Construire une pyramide, ce n'était pas seulement ériger un tombeau, mais mettre en accord la terre avec le ciel, créer un lieu où l'équilibre des forces pouvait se matérialiser. La géométrie devenait un langage sacré, une prière figée dans la pierre. Dans cette logique, les proportions des pyramides ne relèvent pas du hasard. Elles étaient des formules, des équations sacrées destinées à maintenir l'harmonie entre l'homme, la terre et l'univers. La disposition des pyramides elles-mêmes renforce cette idée. Khéops, Khéphren et Mykérinos ne sont pas alignés au hasard, mais reproduisent la disposition des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Cet agencement, inscrit dans le désert, devient un miroir du ciel. La Terre se fait reflet de l'ordre céleste, et les pyramides deviennent les points d'ancrage d'une constellation figée dans la matière. Cette correspondance entre le ciel et la terre est au cœur de toutes les géométries sacrées. Bâtir, c'est relier, c'est reproduire dans le visible ce qui existe dans l'invisible. Mais si cette géométrie est si parfaite, pourquoi reste-t-elle incomprise ? Peut-être parce que nous avons perdu la clé de lecture. Les bâtisseurs invisibles ne pensaient pas en termes de calcul abstrait, mais en termes de symboles, de correspondance, d'harmonie. Chaque angle, chaque mesure pouvait avoir une valeur rituelle autant que scientifique. La pierre devenait un texte sacré, mais écrit dans une langue qui n'est plus la nôtre. Nous mesurons, nous comparons, mais nous ne savons plus lire ce langage ancien. Certains chercheurs voient dans les pyramides non pas des monuments isolés, mais des pièces d'un vaste schéma géométrique. D'autres pyramides, temples et monuments égyptiens, dispersés le long du Nil, suivraient des alignements précis, comme s'ils faisaient partie d'un plan global. Ce plan pourrait avoir représenté le ciel, ou peut-être la structure invisible de l'univers, telle que les anciens la concevaient. Dans ce cas, les bâtisseurs invisibles auraient utilisé le pays entier comme une toile, et les pyramides n'en seraient que les points les plus lumineux. Les voyageurs qui se tiennent devant ces monuments ressentent instinctivement cette puissance géométrique. Même sans connaître les calculs, même sans comprendre les rapports, l'œil humain perçoit l'équilibre. La pyramide impose un sentiment d'harmonie, de stabilité absolue. Elle semble vibrer avec une justesse muette, comme si la pierre elle-même respirait l'ordre. C'est cela peut-être le signe de la géométrie sacrée. Elle agit sans explication. Elle imprime au corps et à l'esprit une impression d'accord, de correspondance avec quelque chose de plus vaste.
La géométrie sacrée des pyramides n'est pas seulement une question d'angles et de chiffres, c'est une énigme qui touche à la mémoire de l'humanité. Si les bâtisseurs invisibles ont inscrit dans la pierre les constantes universelles, c'est peut-être pour nous rappeler que nous faisons partie d'un ordre qui nous dépasse. Leurs monuments, silencieux mais inébranlables, sont des miroirs de cet ordre. Et dans leur silence, ils continuent de nous interroger. Avons-nous encore la capacité de lire le langage qu'ils ont gravé dans la pierre ? Dans le désert, sous la lumière changeante du soleil et des étoiles, les pyramides brillant comme des énigmes mathématiques figées dans le temps. Elles sont les gardiennes d'une géométrie sacrée que nous entrevoyons sans la comprendre. Elles ne livrent pas leurs secrets, mais elles les montrent, visibles et cachés à la fois. Et dans cette contradiction, elles poursuivent leur rôle, rappeler à chaque génération que l'univers est un ordre mystérieux et que ceux qui bâtirent jadis savaient peut-être lire ce que nous avons oublié. Le désert vaste et silencieux garde ses secrets avec une obstination impassible. Au cœur de ce silence, les pyramides semblent attendre une réponse qui n'a jamais été donnée. Leur masse défie la logique, leur précision trouble notre raison. Mais derrière ces mystères, une question encore plus vertigineuse se cache. D'où venait réellement le savoir qui permit leur édification ? Était-il né au bord du Nil ou fut-il transmis par d'autres venus d'ailleurs ? Les récits anciens abondent en histoires d'instructeurs mystérieux. Dans l'Égypte des prêtres, on parle des Shemsu-Hor, compagnons d'Horus, êtres semi-divins qui auraient apporté la connaissance avant de disparaître. Chez les Mayas, on évoque Quetzalcoatl, le dieu serpent venu de l'Est par les eaux, qui enseigna aux hommes l'agriculture et les lois. Dans les Andes, Viracocha surgit de la mer pour transmettre l'art de bâtir. Et en Mésopotamie, Oannes, être amphibie, sortait chaque jour des profondeurs marines pour instruire les hommes dans les arts et les sciences. Ces récits, séparés par des continents et des millénaires, convergent vers une même image, celle de voyageurs venus d'ailleurs, surgissant soudainement pour transmettre un savoir trop grand pour être inventé spontanément. Étaient-ils des hommes venus de terres lointaines, des navigateurs oubliés qui sillonnaient dans les océans avant même que l'histoire ne commence ? Ou bien étaient-ils des êtres venus du ciel, porteurs d'une science étrangère, qui ont marqué l'humanité avant de se retirer dans l'ombre ? L'hypothèse des voyageurs venus de la mer trouve un écho dans les découvertes archéologiques récentes. Bien avant l'Égypte dynastique, les rivages de la Méditerranée et de la mer Rouge étaient fréquentés par des peuples dont nous ignorons presque tout. Les navigateurs préhistoriques, capables de traverser des distances immenses, pourraient avoir apporté des techniques et des savoirs. Peut-être que les bâtisseurs des pyramides étaient les héritiers d'explorateurs maritimes disparus, qui laissèrent dans leur empreinte dans la pierre avant que leur propre cité ne soit engloutie ou oubliée. Mais l'hypothèse des voyageurs célestes persiste, plus troublante encore. Dans les mythes égyptiens, les dieux ne sont pas seulement des figures symboliques. Ils sont décrits comme ayant marché sur la terre, enseigné aux hommes, régné comme des souverains réels. Osiris, Isis, Thoth, Horus, autant de noms qui pourraient en cacher le souvenir de figures venues d'ailleurs. Certains textes évoquent dans des barques célestes, des véhicules lumineux traversant le ciel. Des gravures anciennes montrent des formes que l'imagination moderne assimile à des objets volants. Était-ce la traduction mythique de rencontres avec des voyageurs venus des étoiles ? L'idée paraît extravagante à la science contemporaine, mais elle persiste dans les récits, comme une trace indélébile. Les Dogons du Mali, par exemple, affirment depuis des siècles détenir des connaissances précises sur l'étoile Sirius et sa compagne invisible, Sirius B, une naine blanche découverte seulement au XXe siècle par l'astronomie moderne. Comment un peuple sans instrument aurait-il pu connaître une telle vérité ? Ils disent que saint Tanzi dit que ce savoir leur fut transmis par des visiteurs venus de Sirius. Fable, coïncidence ou vestige d'un contact oublié. Si les pyramides n'avaient pas été construites par les Égyptiens seuls, mais par des bâtisseurs héritiers d'un savoir venu d'ailleurs, alors elles pourraient être des messages, des phares de pierre visibles depuis le ciel, destinés à marquer une présence ou un rendez-vous cosmique. Leurs proportions, leurs alignements avec Orion et Sirius prendraient alors une autre signification, celle de signaux adressés à ceux qui, un jour, reviendraient. Les monuments ne seraient pas seulement des tombeaux ou des temples, mais des balises dressées pour durer des millénaires dans l'attente d'une reconnaissance. Pourtant, cette hypothèse suscite un vertige. Si des voyageurs venus d'ailleurs ont transmis leur savoir, pourquoi n'ont-ils pas laissé plus de traces ? Pourquoi seulement des monuments ?
Pourquoi ce silence ensuite ? Peut-être parce que leur passage n'était pas destiné à fonder une civilisation permanente, mais à allumer une étincelle. Ils auraient donné à l'humanité les outils de son propre éveil, puis se seraient effacés, laissant à l'homme la tâche de poursuivre son chemin. La mer et le ciel, dans toutes les traditions, sont les deux grands réservoirs du mystère. La mer cache des mondes engloutis, le ciel promet des mondes inaccessibles. Les pyramides se dressent entre les deux comme des points de contact, des portes symboliques reliant la Terre aux forces invisibles. Peut-être que leur énigme réside justement dans ce rôle. Elles sont le lieu où se rencontrent la mémoire des océans et la promesse des étoiles. Certains chercheurs modernes osent explorer ces pistes. Des études récentes sur les alignements pyramidaux montrent qu'ils correspondent non seulement aux constellations, mais aussi à des positions stellaires précises datant de périodes très reculées. Comme si les bâtisseurs avaient voulu inscrire dans la pierre un ciel qui ne correspondait pas à leur époque, mais à un temps antérieur. Un temps où, peut-être, d'autres voyageurs avaient enfoulé cette terre. L'archéologie conventionnelle préfère expliquer ces mystères par l'ingéniosité humaine et les observations patientes des prêtres astronomes. Mais le doute demeure, nourri par l'absence d'outils adaptés, par l'ampleur démesurée de l'œuvre et par la persistance des mythes. Il n'est pas nécessaire de croire à des visiteurs venus d'étoiles lointaines pour sentir que quelque chose nous échappe. Le fait que tant de cultures, isolées les unes des autres, aient raconté des histoires similaires de voyageurs instructeurs reste une énigme. Peut-être, en fin de compte, la vérité se situe entre la mer et le ciel. Peut-être les bâtisseurs des pyramides étaient les héritiers de marins audacieux, mais aussi de rêves célestes. Peut-être qu'ils ont reçu leur savoir à travers les deux voies, la rencontre avec d'autres peuples terrestres et la contemplation des étoiles. Car l'homme, en regardant la mer et le ciel, y projette toujours des figures plus grandes que lui. Et c'est dans cette projection qu'il trouve l'élan pour bâtir ce qui défie le temps. Les pyramides demeurent alors comme le témoignage de cette double mémoire. Mémoire des eaux, où dorment les continents engloutis, et mémoire des cieux, où brillent jamais les constellations éternelles. Dans le sable immobile, elles continuent de relier ces deux infinis, et qu'elles soient l'œuvre de navigateurs disparus ou le legs de voyageurs venus d'étoiles lointaines, elles gardent leur silence, imposant à l'humanité la même question. D'où vient vraiment le savoir qui nous dépasse ? Les pyramides, dans leur silence massif, ne livrent aucun mot gravé sur leurs parois intérieures. Elles se tiennent muettes, comme si leur véritable message n'était pas destiné à être lu de manière conventionnelle. Pourtant, leur forme, leurs proportions, leurs orientations, tout semble parler une langue autre, une langue qui ne passe pas par les alphabets mais par les symboles. Cette langue universelle, faite de géométrie, de lumière et d'ombre, est peut-être le seul témoignage que les bâtisseurs ont choisi de transmettre. Un langage secret destiné à traverser les âges sans se corrompre. L'homme ancien savait que les mots s'effacent, les tablettes d'argile se brisent, les papyrus pourrissent, les inscriptions se rongent au fil des siècles. Mais les formes, elles, demeurent. Un triangle, un carré, une spirale. Autant de symboles qui survivent aux cultures et aux langues, compréhensibles pour tout être humain, quel que soit son temps ou son lieu. Les pyramides, par leur simple géométrie, inscrivent ce langage indestructible dans la pierre. Elles parlent non pas à l'esprit du moment, mais à la conscience universelle, celle qui perçoit instinctivement l'ordre caché derrière les formes. La pyramide elle-même est un symbole. Sa base carrée représente la terre, stable, immuable. Sa pointe, dirigée vers le ciel, évoque l'élévation, le passage vers l'invisible. Entre les deux, ses faces inclinées forment le chemin, reliant le monde terrestre au monde céleste. Dans cette interprétation, chaque pyramide devient une montagne sacrée, une réplique artificielle de la colline primordiale qui, selon les Égyptiens, émergea du chaos des eaux pour donner naissance au monde. Le symbole n'est pas un ornement, il était l'essence même du monument. Mais les pyramides ne se limitent pas à leur forme générale. Leurs proportions, leurs alignements, leurs emplacements parlent aussi ce langage secret. Alignées avec les étoiles d'Orion et le soleil à certains solstices, elles deviennent des horloges célestes, des instruments de mesure inscrivant dans la pierre le rythme du cosmos. Chaque angle, chaque orientation, chaque proportion devient un signe. Pour celui qui sait lire, le monument devient une page infinie, où se mêlent astronomie, mathématiques et spiritualité. Les Égyptiens n'étaient pas les seuls à utiliser ce langage symbolique. Les temples hindous, les ziggourats mésopotamiennes, les cercles mégalithiques européens, tous reposaient sur la même idée. La forme est un message.
Les figures géométriques n'étaient pas décoratives, mais performatives. Elles reliaient l'homme au cosmos, elles rappelaient les lois invisibles de l'univers. La géométrie sacrée, présente dans toutes les cultures, suggère qu'il existe un code universel, que l'homme a su lire dans les époques les plus anciennes. Les pyramides en seraient la plus pure incarnation. Au-delà de la géométrie, d'autres symboles semblent se cacher dans la disposition même des monuments. Certains chercheurs voient dans le plateau de Gizeh une carte codée où les pyramides dont le Nil et le ciel se répondent. Le Nil serait le reflet terrestre de la Voie lactée, tandis que les pyramides reproduiraient la ceinture d'Orion. L'ensemble forme un macro-symbole, un miroir cosmique destiné à rappeler que la Terre et le ciel ne sont pas séparés mais reliés par des correspondances invisibles. Dans cette lecture, les pyramides ne sont pas des édifices isolés, mais les éléments d'un temps symbole plus vaste qui englobe le paysage, le ciel et l'homme. Les Égyptiens eux-mêmes voyaient dans les symboles un langage des dieux. Leurs hiéroglyphes n'étaient pas seulement des mots, mais des images, des signes chargés de force magique. Écrire, pour eux, c'était rendre présent ce qu'on représentait. Le scarabée n'était pas seulement un mot pour désigner l'insecte, il incarnait le cycle du soleil renaissant. L'œil Ouja n'était pas seulement un symbole de protection, il représentait la totalité, l'harmonie retrouvée après la déchirure. Dans ce contexte, les pyramides peuvent être vues comme le plus grand hiéroglyphe jamais construit, un symbole à l'échelle du désert, porteur d'un sens que nous ne savons plus décoder. Le langage des symboles ne se lit pas comme un texte linéaire, il agit directement sur l'esprit, comme une musique. Lorsque nous entrons dans une cathédrale gothique, même sans connaître les dogmes chrétiens, nous ressentons la verticalité, la lumière colorée, l'élévation. De même, face aux pyramides, même sans comprendre leurs calculs astronomiques, nous ressentons l'ordre, la stabilité, l'éternité. C'est là la puissance du symbole. Il touche l'homme au-delà des cultures et des époques, car il s'adresse à une part profonde de l'inconscient. Les bâtisseurs invisibles l'avaient peut-être compris mieux que nous. Ils savaient que les civilisations passent, que les langues meurent, que les royaumes s'effondrent, mais ils savaient aussi que certaines formes survivent, certaines proportions traversent les âges, certaines images parlent à tous. En construisant les pyramides, ils ne cherchaient pas seulement à honorer un roi ou à affirmer une puissance. Ils inscrivaient dans la pierre un langage universel, destiné à être compris par quiconque s'arrêterait un jour devant ces monuments et accepterait de les contempler dans le silence. Certains vont jusqu'à penser que ce langage symbolique n'est pas seulement esthétique, mais opératif. Les proportions, les formes, les orientations seraient conçues pour générer des effets réels sur l'environnement et sur ceux qui les contemplent. La pyramide, par sa forme, concentrerait certaines énergies, amplifiant des forces invisibles liées à la Terre et au cosmos. Des expériences modernes, bien que controversées, ont montré que des objets placés sous des maquettes pyramidales pouvaient en conserver leur fraîcheur plus longtemps ou se momifier naturellement. Pure coïncidence ou écho lointain d'un savoir ancien sur les interactions entre forme et énergie. Si tel était le cas, les pyramides ne seraient pas seulement des symboles à contempler, mais des instruments à activer. Le langage secret inscrit dans leur structure agirait non seulement sur l'esprit, mais sur la matière elle-même, rappelant que pour les anciens, science et spiritualité n'étaient pas séparées. Construire, c'était participer aux forces cosmiques, inscrire dans la pierre les lois invisibles de l'univers pour les mettre en mouvement. Et pourtant, ce langage nous échappe. Nous savons calculer, mesurer, modéliser, mais nous ne savons plus lire les symboles comme le faisaient les anciens. Pour nous, un triangle est une figure abstraite. Pour eux, il était une montagne, une porte, une élévation. Pour nous, un cercle est une simple courbe. Pour eux, il représentait le cycle du temps, l'éternité sans début ni fin. La pyramide, dans cette perspective, devient une leçon silencieuse. Elle nous rappelle que la connaissance ne se réduit pas aux chiffres et aux mots, mais qu'elle réside aussi dans la perception intuitive des formes et de leur résonance. Ainsi, les pyramides continuent de parler un langage que nous avons oublié. Leur silence apparent n'est pas une absence de message, mais au contraire un discours symbolique trop vaste pour être contenu dans une langue humaine. Ce langage secret des symboles nous entoure encore, dans les proportions de notre corps, dans la spirale des galaxies, dans les rythmes de la nature. Les pyramides, immobiles dans le désert, sont les échos monumentaux de cette langue universelle.
Elle rappelle que, derrière le chaos apparent du monde, se cache un ordre invisible que les bâtisseurs savaient trop contempler et qu'ils ont voulu figer pour l'éternité. Sous le soleil implacable d'Égypte, les pyramides paraissent éternelles. Elles semblent avoir toujours été là, comme si le désert lui-même s'était formé autour d'elles. Pourtant, certains indices suggèrent qu'elles pourraient être bien plus anciennes que l'histoire officielle ne l'admet. Plus anciennes que le désert aride qui les entoure, peut-être issues d'un temps où la vallée du Nil connaissait encore les pluies, où le Sahara n'était pas une mer de sable, mais une terre fertile. Dans ce cas, les pyramides ne seraient pas seulement des monuments antiques, mais les témoins d'un âge oublié, d'un monde effacé par le temps et les catastrophes naturelles. Le premier à troubler cette certitude fut le Sphinx. Ses flancs portent des marques d'érosion qui ne ressemblent pas aux cicatrices laissées par le vent et le sable, mais à celles provoquées par l'eau. Des stries profondes, verticales, comme si des pluies abondantes avaient ruisselé sur son corps pendant des siècles. Or, les dernières pluies capables de provoquer une telle usure remontent à plus de 10 000 ans, à l'époque où le Sahara n'était pas encore désert, mais savane luxuriante. Si le Sphinx est plus ancien que les dynasties égyptiennes, alors les pyramides qui se dressent à ses côtés pourraient m'en partager cette antiquité. Les géologues qui soutiennent cette hypothèse soulignent que la chronologie officielle repose avant tout sur des récits historiques et des inscriptions royales, non sur une datation géologique des monuments eux-mêmes. La pierre, elle, raconte une autre histoire. Elle murmure que certains de ces édifices ont peut-être survécu à des millénaires d'intempéries avant même que l'histoire pharaonique ne commence. Si tel est le cas, alors les Égyptiens n'auraient pas bâti ces structures. Ils les auraient héritées, puis adaptées, recouvertes, restaurées, sans connaître leur origine véritable. À travers le monde, d'autres monuments semblent partager ce destin. À Göbekli Tepe, en Turquie, des temples datés de plus de 11 000 ans bouleversent déjà nos certitudes. Des hommes supposés chasseurs-cueilleurs y ont érigé des colonnes monumentales, ornées de gravures d'animaux et de symboles. Leur existence prouve que des sociétés complexes et organisées existaient bien avant l'agriculture. Si de tels sanctuaires ont pu être construits à cette époque, pourquoi des pyramides ne pourraient-elles pas être encore plus anciennes que nous le croyons ? Au large du Japon, près de Yonaguni, des structures de pierre immergées ressemblent à des temples engloutis. Escaliers, terrasses, colonnes massives. Les débats persistent pour savoir si elles sont naturelles ou façonnées par l'homme. Mais si elles sont bien l'œuvre de bâtisseurs, elles dateraient uniquement d'une époque où le niveau des mers était bien plus bas, il y a plus de 10 000 ans. Là encore, des ruines plus anciennes que nos chronologies. Peut-être que les pyramides appartiennent à cette même famille d'édifices, témoins d'un monde antérieur, emportés par les bouleversements climatiques de la fin de la dernière glaciation. Le désert égyptien recèle aussi d'étranges anomalies. Des alignements de pierres, des sites oubliés, des fondations effacées par le sable suggèrent que la région fut habitée bien avant l'essor de l'Égypte dynastique. Les traces sont minces, fragmentaires, mais elles dessinent l'ombre d'un monde disparu. Si les pyramides appartiennent à ce passé, alors elles ne sont pas les créations d'un peuple connu, mais les vestiges d'une civilisation effacée. Les Égyptiens auraient seulement pris possession de ce legs, l'intégrant à leur propre mythologie et à leur dynastie royale. Les mythes eux-mêmes semblent soutenir cette hypothèse. Les textes anciens parlent de temps antédiluviens, d'âges révolus avant le règne des pharaons. Les prêtres d'Héliopolie évoquaient des souverains divins, des dynasties de dieux et de demi-dieux qui auraient régné sur la vallée du Nil bien avant l'histoire. Les Grecs, eux aussi, parlaient pas de cycles d'âge, de civilisations englouties par les eaux. Partout, l'idée persiste qu'avant l'histoire connue existait en d'autres âges, balayés par des catastrophes. Et partout, des ruines trop anciennes semblent en être les témoins silencieux. Si les pyramides datent réellement d'un temps antérieur au désert, elles ont survécu à des bouleversements planétaires. Elles auraient résisté à la montée des eaux, aux pluies torrentielles, à la désertification progressive du Sahara. Leur masse, leur forme géométrique, leur ancrage dans le sol leur ont permis de défier l'érosion qui aurait effacé tout autre vestige. Elles seraient alors les ultimes survivantes d'un âge englouti, les dernières balises d'une humanité que nous ne connaissons plus. Ce qui renforce ce vertige, c'est l'absence d'évolution progressive. Dans l'histoire officielle, les pyramides apparaissent presque soudainement. Les premières pyramides à degrés, comme celle de Djéser, semblent déjà des prouesses techniques, et en quelques générations seulement, les Égyptiens auraient atteint la perfection monumentale de Khéops. Cette accélération paraît étrange.
Dans toutes les autres civilisations, l'architecture progresse lentement, par essai et erreur. Mais ici, l'art de bâtir surgit comme déjà accompli, comme si les bâtisseurs s'étaient appuyés sur un savoir qui leur précédait, hérité plutôt qu'inventé. Certains chercheurs évoquent la possibilité que les pyramides furent d'abord des structures bien plus anciennes, ensuite modifiées, restaurées, adaptées par les Égyptiens. Sous leur couche de calcaire et de granit, il pourrait subsister un noyau plus archaïque, bâti par des mains oubliées. Si des fouilles profondes révélaient en de telles fondations, elles bouleverseraient notre compréhension de l'histoire humaine. Mais le désert garde son secret, et les autorités hésitent à remettre en cause une chronologie établie depuis des siècles. Il est troublant de constater que ce scénario s'accorde avec la mémoire des mythes universels, un cataclysme planétaire, une humanité effacée, puis la survie de quelques monuments colossaux, seuls capables de défier l'oubli. Les pyramides, dans ce récit, ne sont pas les premiers monuments d'une civilisation naissante, mais les derniers témoins d'une civilisation disparue. Elles sont moins des commencements que des survivances, moins des créations que des reliques. Marcher au pied des pyramides en pensant à cette possibilité change leur visage. Elles ne sont plus des tombeaux royaux, mais des ruines, les ruines d'un monde plus ancien que le désert. Leur silence devient celui d'un témoin qui a vu s'écrouler des ères entières. Leur masse colossale prend alors un autre sens. Elles n'ont pas été bâties pour glorifier un roi, mais pour défier le temps, pour survivre à tout ce qui pouvait venir, aux inondations, au sable, aux siècles. Si elles sont plus anciennes que nous ne le pensons, alors elles sont aussi plus mystérieuses, car elles deviennent le signe tangible que notre histoire n'est pas linéaire mais fragmentée, que des mondes entiers ont pu exister avant le nôtre et que nous n'en percevons plus que des échos. Les pyramides, dans cette lumière, ne sont pas seulement des monuments d'Égypte, elles sont des phares dans la nuit de la mémoire humaine, des rappels que tout peut disparaître, sauf les pierres les plus obstinées. Sous la lune ou dans la lumière aveuglante du soleil, elles se dressent immobiles, comme si elles se moquaient du temps qui passe, et leur énigme demeure. Sont-elles l'œuvre des pharaons ou les ruines d'un âge plus ancien, d'une civilisation engloutie dont nous n'avons plus que ces témoins muets? Leur silence ne répond pas, mais il attire, il fascine, il pèse, comme si, derrière chaque bloc, se cachait la mémoire d'un monde plus vieux que le désert lui-même. Lorsque les Grecs découvrirent l'Égypte, les pyramides se dressaient déjà comme des ruines antiques. Elles étaient alors aussi vieilles pour eux que les temples grecs le sont aujourd'hui pour nous. Leur silence imposant intriguait les voyageurs, les philosophes et les prêtres venus chercher au bord du Nil la sagesse d'un monde plus ancien que le leur. Platon, Hérodote, Diodore de Sicile, tous furent fascinés par ces montagnes de pierre dont l'origine paraissait aussi mystérieuse que leur fonction. Hérodote, au 5e siècle avant notre ère, rapporta ce que les prêtres égyptiens lui confièrent. Selon eux, la grande pyramide avait été bâtie par le pharaon Khéops, un roi tyrannique qui aurait réduit son peuple en esclavage pour accomplir cette œuvre. Mais le récit déjà semblait teinté d'incertitude. Hérodote, en conscient de la difficulté à distinguer le mythe de la vérité, avouait lui-même ne transmettre que ce qu'il avait entendu. Ce doute glissé dans son récit résonne encore. Même les prêtres d'alors ne savaient peut-être plus avec certitude ce que représentaient vraiment ces monuments. Platon, de son côté, alla plus loin. Dans le Timée et le Critias, il évoqua l'existence de l'Atlantide, cette civilisation disparue qui, selon lui, avait précédé l'histoire connue. Platon affirmait tenir ce récit des prêtres égyptiens de Saïs qui lui auraient dit confier que les Grecs n'étaient que des enfants, incapables de se souvenir des véritables âges du monde. Eux, les Égyptiens, gardèrent dans leurs archives la mémoire de cataclysmes anciens, de déluges qui avaient effacé des civilisations entières. Pour Platon, les pyramides devenaient alors les témoins indirects d'un savoir antédiluvien, peut-être transmis par une humanité disparue. Diodore de Sicile, au 1er siècle avant notre ère, visita l'Égypte à son tour. Dans sa bibliothèque historique, son livre il décrivit les pyramides comme des œuvres d'une ancienneté si grande que même les Égyptiens ne pouvaient non plus en donner une explication claire. Pour certains, elles étaient des tombeaux. Pour d'autres, des monuments sacrés destinés à honorer des dieux venus d'un temps immémorial. La diversité des récits montrait déjà que le sens de ces édifices échappait à ceux-là même qui vivaient à leur ombre. Puis vinrent les Arabes, des siècles plus tard, après la conquête de l'Égypte au 7e siècle. Fascinés par ces monuments silencieux, ils leur attribuèrent des origines mystérieuses,
souvent liés à des récits bibliques ou coraniques. Certains chroniqueurs arabes affirmaient vraiment que les pyramides avaient été construites avant le déluge par le roi Shaddad, ou encore par le prophète Idris, identifié à Enoch, pour préserver le savoir des anciens avant que les eaux n'engloutissent le monde. Les chambres secrètes, disaient-ils, contenaient des trésors de sagesse, livres d'astrologie, secrets de médecine, cartes du ciel, instruments venus d'un autre âge. Ces récits arabes parlent aussi d'énergies et de pouvoirs mystérieux. Certains affirmaient que les pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux ou des coffres à trésors, mais des machines, des instruments capables de capter la force des astres. La géométrie n'y était pas décorative, elle servait à canaliser une énergie invisible que les anciens savaient utiliser pour prolonger la vie ou communiquer avec les cieux. Ainsi, la pyramide devenait une clé, un outil dont le fonctionnement nous échappe. Al-Makrizi, historien du XVe siècle, rapporta que les pyramides avaient été érigées par un roi antédiluvien pour préserver le savoir avant la catastrophe. Selon lui, elles contenaient des inscriptions gravées sur des dalles indestructibles, décrivant les sciences de l'époque, l'astronomie, les secrets de la Terre, les arts mécaniques. Ce récit rejoint celui de nombreuses traditions. Les pyramides comme bibliothèques de pierre, coffre-fort de la mémoire humaine. Si tel était le cas, leur silence ne serait pas un vide, mais une dissimulation. Leur véritable message attendrait encore d'être découvert. La fascination des Grecs et des Arabes révèle une vérité troublante. Dès l'Antiquité, les pyramides apparaissaient déjà comme des énigmes. Elles étaient en temps plus anciennes que la mémoire des prêtres, plus mystérieuses que les récits halédés s'escribent. Leurs origines se confondaient avec les mythes, leurs bâtisseurs disparaissaient dans l'ombre d'un passé sans nom. Chaque civilisation qui les contempla projeta sur elles ses propres récits, ses propres peurs, ses propres espérances. Les Grecs y voyaient encore la preuve d'âges antérieurs et d'un savoir perdu. Les Arabes y lisaient sur la mémoire du déluge et la sagesse préservée des prophètes. Ce qui frappe, c'est la constance de l'idée de transmission. Pour les uns comme pour les autres, les pyramides n'étaient pas nées d'elles-mêmes, mais héritées d'un roi antédiluvien, d'une civilisation disparue, d'être venue d'ailleurs. Personne dans ces récits ne les attribuait pleinement aux Égyptiens historiques. Déjà, on sentait qu'elles appartenaient à une temporalité plus vaste, qu'elles portaient un mystère que même les habitants du Nil ne pouvaient expliquer. Aujourd'hui, nous continuons de nous poser les mêmes questions que les Grecs et les Arabes. Nous fouillons, nous mesurons, nous analysons, mais le cœur du mystère reste entier. Comme eux, nous oscillons entre l'histoire et le mythe, entre la science et la légende. Et comme eux, nous projetons nos propres récits sur ces pierres, machines énergétiques, tombeaux royaux, bibliothèques astronomiques, phares venus d'un autre âge. Peut-être est-ce là la véritable nature des pyramides, des miroirs dans lesquels chaque époque se reflète, révélant moins leurs secrets que nos propres obsessions. Le désert, lui, garde son silence. Les pierres, impassibles, continuent de défier le temps. Et les récits des prêtres grecs et arabes résonnent encore, comme des échos lointains d'un savoir qui se dérobe. Ils rappellant que les pyramides n'ont jamais été seulement des monuments. Elles sont des questions dressées dans la pierre, des énigmes offertes à chaque civilisation, des témoins d'un passé trop vaste pour être contenus dans nos chronologies. Depuis des siècles, l'histoire officielle attribue les pyramides aux pharaons de l'Ancien Empire. Khéops, Képhren, Mykérinos, 3 noms associés à 3 monuments colossaux, 3 rois transformés en bâtisseurs légendaires. Mais une interrogation persiste, lancinante et dérangeante. Et si l'Égypte n'avait pas été la créatrice de ces œuvres, mais seulement leur héritière? Et si les pharaons n'avaient fait qu'occuper, restaurer ou s'approprier des monuments dont l'origine leur échappait déjà? Cette hypothèse, bien que marginale, hante les esprits depuis l'Antiquité. Même Hérodote, rapportant ce que les prêtres lui disaient, évoquait des contradictions et des incertitudes. Les Égyptiens eux-mêmes semblaient hésiter entre glorification et ignorance. Ils attribuaient au roi ce qui était déjà là, comme si inscrire un nom dans la mémoire valait mieux que de laisser les pierres muettes. Le cartouche de Khéops, découvert dans une chambre cachée, est la seule preuve directe reliant la grande pyramide à ce souverain. Mais ce cartouche, contesté par certains, pourrait tout aussi bien être une marque ajoutée plus tard, un sceau d'appropriation. L'idée que l'Égypte fut héritière repose sur plusieurs constats. Le premier est l'absence d'évolution progressive. Comment expliquer que les pyramides surgissent presque soudainement avec une perfection monumentale, pour ensuite décliner dans des versions plus fragiles, mal conçues, parfois effondrées? L'histoire des techniques montre généralement l'inverse.
Un progrès graduel, des tâtonnements, puis un aboutissement. Mais ici, la perfection est au commencement, et la décadence suit. Comme si les Égyptiens avaient hérité d'un savoir qu'ils ne maîtrisaient pas totalement, qu'ils tentèrent de reproduire, mais sans jamais retrouver l'ampleur des premiers édifices. Le deuxième constat est le silence intérieur. Les tombeaux royaux de la vallée des rois regorgent gralant de fresques, d'inscriptions, de textes sacrés. Chaque mur est un livre, chaque couloir un récit. Mais les grandes pyramides, censées être des tombeaux, ne contiennent de rien de tel. Pas un hiéroglyphe, pas une fresque, pas un récit gravé dans la pierre. Si elles avaient été conçues comme des monuments funéraires, pourquoi ce refus de l'ornementation ? Les Égyptiens, obsédés par l'au-delà et la mémoire des pharaons, auraient-ils laissé vides les parois censées protéger l'âme du roi ? Ou bien est-ce parce que ces monuments existaient déjà et qu'ils n'avaient pas été conçus par eux pour ce rôle précis ? Le troisième constat est l'étrangeté des savoirs incorporés dans leur structure. Les proportions liées à Pi et au nombre d'or, les alignements stellaires, la connaissance implicite de la précession des équinoxes, autant d'éléments qui dépassent ce que l'on attribue à l'Égypte antique. Il est possible, bien sûr, que ces découvertes soient le fruit de l'observation patiente et d'une intuition géniale. Mais il est aussi possible qu'il s'agisse d'un héritage, d'un savoir transmis depuis un passé plus ancien, reçu plutôt qu'inventé. Certains mythes renforcent ce soupçon. Les prêtres d'Héliopolie évoquaient des dynasties de dieux et de demi-dieux régnant avant les pharaons. Les textes des pyramides parlent des Shemsu-Hor, compagnons d'Horus, qui auraient précédé l'histoire connue. Les Grecs rapportèrent que les prêtres égyptiens eux-mêmes se disaient croire les héritiers d'un savoir venu d'âges antérieurs, et les chroniqueurs arabes du Moyen-Âge affirmaient que les pyramides avaient été construites avant le déluge, pour conserver le savoir des anciens. Partout le même motif, l'Égypte comme dépositaire d'une mémoire qui la dépasse. Si l'Égypte n'était qu'héritière, que dire alors de ses pharaons ? Peut-être furent-ils moins des bâtisseurs que des conservateurs. Leur rôle aurait été de préserver, de restaurer, d'intégrer ces monuments à leur propre vision du monde. Ils auraient pris possession de ces montagnes de pierre comme on prend possession d'un héritage dont on ignore les origines. Les pyramides seraient devenues des symboles de pouvoir parce qu'elles existaient déjà et que leur immensité imposait le respect. Le roi qui se disait maître de ces monuments s'appropriait en même temps l'écho d'un passé mystérieux. L'hypothèse de l'Égypte héritière éclaire aussi le décalage entre les pyramides et le reste de l'architecture égyptienne. Nulle part ailleurs on ne retrouve une telle précision, une telle monumentalité, une telle perfection géométrique. Les temples, les statues, les obélisques sont admirables, mais ils ne possèdent pas cette aura d'impossible. Les pyramides appartiennent à une autre catégorie, presque étrangère au reste. Elles semblent être des intruses dans l'histoire égyptienne, comme si elles venaient d'un autre temps, d'une autre logique, et qu'elles avaient été adoptées, intégrées à une civilisation qui les utilisait sans en comprendre totalement le sens. Le désert renforce cette impression. Autour des pyramides, les sables recouvrent des vestiges plus modestes, des temples annexes, des tombes de nobles, mais les pyramides dominent, disproportionnées, comme si elles n'appartenaient pas à la même échelle. Elles se dressent comme des géants parmi des habitations d'hommes. Cette disproportion nourrit le soupçon que les Égyptiens n'ont pas créé ces œuvres, mais qu'ils ont vécu à leur ombre, comme nous vivons à l'ombre des montagnes, en les intégrant à nos récits sans les avoir façonnés. Si cette hypothèse est vraie, alors l'histoire humaine doit être réécrite. Les pyramides ne seraient pas des commencements, mais des survivances. Elles témoigneraient de l'existence d'un monde antérieur, d'une civilisation oubliée dont nous ne percevons que l'écho. L'Égypte aurait été la gardienne de ce legs, mais non son auteur, et les pharaons, en inscrivant leur nom dans ces monuments, n'auraient fait que poser leur sceau sur une œuvre qui les dépassait. Cette idée n'ôte rien à la grandeur de l'Égypte. Au contraire, elle la magnifie autrement, car une civilisation capable de préserver, de respecter, d'intégrer un héritage aussi colossal témoigne d'une conscience rare. Elle ne fut peut-être pas l'inventrice des pyramides, mais elle sut les faire entrer dans un récit qui leur donna sens pendant des millénaires. Elle sut les relier à ses dieux, à ses mythes, à son art funéraire. Elle sut surtout en faire des symboles éternels transmis à travers les âges jusqu'à nous. Les pierres, elles, ne disent de rien. Elles se dressent silencieuses, indifférentes au nom qu'on leur a attribué.
Khéops, Képhrène, Mykérinos ne sont peut-être que des passagers de leur mémoire, des ombres collées à leur surface. La vérité pourrait être plus ancienne, plus vertigineuse. Les pyramides seraient les témoins d'un monde perdu, et l'Égypte, malgré toute sa gloire, n'en serait que l'héritière. Dans le vent du désert, ce soupçon persiste. L'air brûlant emporte les récits des scribes, les versions des prêtres, les chroniques des voyageurs. Mais les pierres demeurent, immuables, imposant cette question qui refuse de s'éteindre. Les Égyptiens furent-ils vraiment les bâtisseurs ou seulement les gardiens d'un héritage venu d'un âge oublié ? Sous le soleil immobile du désert, les pyramides paraissent absorber la lumière plutôt que la refléter. Leur surface, polie autrefois comme un miroir, est aujourd'hui rugueuse, mais elle conserve un éclat discret, comme si la pierre elle-même retenait quelque chose que nous ne pouvons entendre, car derrière leur masse colossale, derrière les millions de blocs parfaitement assemblés, ce qui trouble le plus n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on n'entend pas. Un silence obstiné, persistant, presque oppressant. L'Égypte ancienne a tout gravé. Les temples débordent de hiéroglyphes, les tombes sont couvertes de récits funéraires, les statues racontent des prières et des offrandes. Mais les grandes pyramides, censées être l'apogée de cette civilisation, n'ont rien laissé de tel. Ni fresques, ni prières, ni récits. Seulement des couloirs nus, des chambres vides, des pierres silencieuses. Ce mutisme contraste avec la richesse verbale de la culture égyptienne. Il laisse penser que leur fonction n'était pas celle que nous croyons, ou que leurs secrets n'étaient pas destinés à être racontés dans la langue des hommes. Ce silence est lourd de sens. Il agit sur ceux qui pénètrent dans les couloirs étroits et sombres. Beaucoup décrivent une impression d'écrasement, comme si les murs eux-mêmes retenaient une présence invisible. Les chambres, vides et nues, résonnent d'un écho étrange, qui amplifie le moindre bruit. Ce silence n'est pas l'absence de son, mais une présence en soi, une densité qui habite la pierre. Certains y voient une intention. Les bâtisseurs auraient déconçu ces espaces pour produire ce silence, pour en faire une expérience en soi. Comme si entrer dans la pyramide revenait à entrer dans un espace où le temps et le bruit du monde s'effacent. Peut-être ce silence est-il le véritable message. Les symboles inscrits sur les temples s'adressaient aux sens, aux yeux, à la mémoire des vivants. Mais le silence de la pyramide s'adresse à une part plus profonde, plus intérieure. Il force celui qui entre à écouter autre chose que des mots, à sentir plutôt qu'à comprendre. Il ouvre un espace où l'homme est seul face à l'inconnu, dépouillé de ses repères, plongé dans une immensité qui ne parle pas. Les traditions mystiques du monde entier insistent sur l'importance du silence. Les chamans, les moines, les sages recherchent le vide sonore pour entendre ce qui n'appartient pas au monde ordinaire. Dans ce vide, d'autres voix se font entendre, celles de la nature, du cosmos ou de l'esprit lui-même. Peut-être que les pyramides ont été conçues pour cela, pour créer un silence absolu, un espace sacré où l'âme pouvait rencontrer ce qui lui échappe. Dans ce cas, leur fonction n'était pas seulement funéraire, mais initiatique. Le silence de la pierre contraste aussi avec le tumulte de l'histoire. Autour des pyramides, des empires se sont levés et effondrés, des armées talsamantes ont traversé le désert, des peuples ont changé, des langues sont mortes. Mais elles, immuables, sont restées. Leur silence a survécu aux cris des batailles, aux prières des prêtres, aux chants des processions. Elles sont devenues les témoins impassibles d'un monde qui passe, d'une humanité qui s'agite et s'efface. Leur silence n'est pas seulement absence de voix, mais mémoire de toutes les voix perdues. Pour certains, ce silence est une provocation. Il semble dire « Cherchez mais vous ne trouverez pas ». Car plus on explore les pyramides, plus elles se dérobent. Les nouvelles technologies révèlent des cavités cachées, des chambres encore inconnues, mais elles ne livrent jamais la clé. Chaque découverte ajoute une couche de mystère au lieu d'apporter une réponse. C'est comme si le monument avait été conçu pour rester énigmatique, pour ne jamais être pleinement compris. Le silence, ici, n'est pas accidentel, il est intention. Ce silence persistant résonne aussi avec l'idée d'un héritage oublié. Si les pyramides étaient l'œuvre d'un peuple antérieur ou le legs d'une civilisation disparue, alors il est logique qu'elles soient en muette. Elles ne parlent pas la langue égyptienne parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Elles sont un message venu d'ailleurs, mais un message écrit dans une langue que nous avons perdue. Tout ce qui reste, c'est ce silence, comme une énigme laissée ouverte, un puzzle dont les pièces manquent. Pourtant, ce silence n'est pas vide. Il agit comme une présence invisible. Ceux qui se tiennent au cœur de la chambre du roi décrivent une sensation étrange,
une vibration subtile, comme si la pierre respirait. Ce ressenti, souvent rapporté, pourrait être lié aux propriétés acoustiques de l'espace, à la manière dont les sons résonnent dans les parois. Mais il pourrait aussi être l'effet d'une intention cachée. Les bâtisseurs auraient conçu la pyramide comme un instrument de silence et de résonance, un lieu où le corps humain devient lui-même l'instrument d'une expérience cosmique. Dans ce silence, on se sent observé, non pas par des yeux, mais par une mémoire plus ancienne que soi, comme si les pierres retenaient encore l'empreinte de ceux qui les ont dressées, comme si elles gardaient en elles un écho invisible. Ce silence devient une présence, un rappel que nous ne sommes pas seuls dans le temps, que d'autres dont ont marché ici avant nous, et que leur souffle n'est pas totalement éteint. Il est possible que ce silence soit précisément ce que les bâtisseurs voulaient transmettre. Non pas un récit, non pas une explication, mais une expérience. Une rencontre avec l'incompréhensible. Une plongée dans un espace qui ne dit rien et qui, pour cette raison même, dit tout. Car face au silence de la pyramide, chacun projette ses propres questions, ses propres peurs, ses propres espérances. Le monument ne répond pas, il reflète, il devient un miroir de l'âme, et c'est peut-être là son rôle véritable. Le désert, vaste et immobile, renforce ce silence. Aucun chant d'oiseau, aucun cours d'eau, seulement le vent qui glisse sur le sable. La pyramide s'élève dans ce vide sonore, et son silence se fond dans celui du paysage. Elle devient l'écho d'une absence plus vaste, celle du temps lui-même. Le voyageur qui se tient devant elle ressent la fragilité de sa propre voix, de sa propre existence, face à ce silence qui dure depuis des millénaires et qui durera encore. Ainsi, le mystère ultime des pyramides pourrait bien être ce silence, non pas ce qu'elles disent, mais ce qu'elles refusent d'Océan de dire. Non pas les réponses qu'elles apportent, mais les questions qu'elles maintiennent vivantes. Dans ce mutisme monumental, l'humanité trouve un rappel constant de sa petitesse et de sa quête inachevée. Le silence persiste et persistera tant que les pierres se dresseront contre le ciel, gardiennes d'un secret que nul mot ne pourra jamais épuiser.